Bonjour à tous, je me présente Christian Prigent, je suis le maire de Plougonvert et vice-président avec Elisabeth à l'agglomération de Guingamp-Paimpol. Je juste vous dire merci d'être venus, heureux de vous accueillir et d'être au sein de l'entreprise Menou à Plougonvert qui est notre fleuron aujourd'hui. Donc merci à tous, je passe tout de suite la parole à Elisabeth. Oui, bonjour. Donc, l'agglomération Guingamp-Paimpol, en effet, est extrêmement honorée d'être accueillie dans ce lieu particulièrement symbolique des biscuiteries Menou. Nous remercions vivement Madame Menou pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. C'est sur ce thématique de la revitalisation de nos territoires. Nous avions pensé que ce type d'entreprise était particulièrement remarquable dans la thématique que nous travaillons ensemble aujourd'hui. Donc une agglomération de Guingamp-Paimpol qui, comme vous le savez, est constituée de 57 communes. 57 communes, dont 4 qui ont été retenues au titre du programme Petite Ville de demain. Mais ces 4 communes que sont Guingamp-Paimpol, Callac et Bégard sont bien évidemment des pôles, mais qui tout autour regroupent donc toutes ces communes de nos territoires qui, elles aussi, sont particulièrement concernées par cette dynamique de revitalisation que nous souhaitons accompagner encore plus que ce qu'elle est déjà. Donc, la démarche des cafés de la revitalisation, c'est travailler tous ensemble à des thématiques qui nous permettent d'avancer ensemble, à faire émerger des idées, à faire émerger des réflexions qui permettent de passer à l'action dans cette dynamique de revitalisation. Donc Plougonvert, elle est remarquable par la ruralité et surtout une famille qui a créé une dynamique autour de l'emploi et de l'économie. Autour de projets tels que celui-ci s'articule donc l'élan de nos communes. Le cœur de la ruralité bat dans chacun de nos villages et est à l'origine de ce mouvement constaté particulièrement depuis le début du Covid. Les urbains voient la qualité de vie de nos territoires et s'aperçoivent qu'elle est extrêmement riche et agréable. Ce temps donc, de rencontre que nous avons organisé va s'organiser autour d'une intervention de Madame Valérie Joussaume, donc, qui est... je laisserai M. Goffny présenter toutes les qualités de Madame Joussaume. Et donc ce temps d'intervention d'environ 3/4 d'heure va nous permettre d'avoir une réflexion sur la thématique de la revitalisation de nos territoires. Et puis nous aurons donc un échange. Je vous remercie de la qualité de cet échange. Et je passe donc la parole à M. Goffny qui va présenter l'ensemble de ce temps. Merci. Alors, on va laisser la place à Valérie Joussaume. Valérie Joussaume, on connaît son travail depuis longtemps, on suit son travail depuis longtemps, au CAE, entre autres, dont je suis le directeur. Valérie Joussaume est maître de conférence à l'Institut de géographie et d'aménagement de l'Université de Nantes. Elle est membre de l'équipe de recherche du CNRS, Espace et Société. Et elle est, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, auteure du livre Plougpride, qui nous propose un nouveau récit pour les campagnes. Donc, les propos présentés dans ce livre vont être résumés aujourd'hui. C'est très intéressant, c'est un point de vue enthousiasmant. Donc, je pense que ça va déboucher sur un débat certainement là aussi très intéressant, très riche. Donc, je vais laisser Valérie nous présenter son travail. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'accueillir ce matin à Plougonvert. Je suis très contente. Je me présente très rapidement, au-delà des titres. Moi, je suis une rurale pur jus. Je suis du pays du vignoble nantais, le pays du Muscadet.
Et je travaille je suis à l'université depuis à peu près 25 ans et j'ai commencé ma recherche sur les bourgs-centres. C'était au moment de la création de la loi sur les intercommunalités avec les communautés de communes. Et le ministère de l'Agriculture avait lancé un grand programme de recherche pour mieux connaître les chefs-lieux de canton sur lesquels ils avaient l'ambition d'appuyer les nouvelles intercommunalités. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé sur les bourgs. Et puis, donc je suis quelqu'un qui fait de la géographie rurale, mais pas agricole. Donc j'ai été un petit peu marginale, on va dire, pendant 25 ans. C'est-à-dire quand j'étais avec des ruralistes qui, en général, travaillent sur l'agriculture, moi, avec mes bourgs et mes petites villes, je leur paraissais marginale. Et puis, bien sûr, quand j'allais voir des gens qui travaillaient plutôt en urbanisme, eh bien, ils s'intéressaient qu'à la métropole. Et donc, moi, avec mes bourgs et mes petites villes, j'étais un petit peu le plouc de service. Donc, j'ai été un petit peu comme ça, entre deux. Et donc, ça m'a permis d'avoir une réflexion sur aujourd'hui, petit à petit, à partir des années 2010, au moment où se développent toutes les théories de l'effondrement, etc., j'ai commencé à réfléchir à la place des territoires et à la place des espaces ruraux, des campagnes, des bourgs et des petites villes dans la transition. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Alors, ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'était ce que j'avais compris, j'ai mis 25 ans à le comprendre en faisant que ça, c'est que finalement, l'aménagement, ce qu'on appelle l'aménagement, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, aménager le territoire, ça n'est pas équiper le territoire. En réalité, équiper le territoire n'est qu'une des formes d'aménagement. En réalité, on aménage le monde qui nous entoure selon la façon dont on envisage le sens de la vie et la façon dont on voit et on interprète le monde. Je vous prends un petit exemple introductif pour que vous compreniez. En général, dans les 30 Glorieuses, la plupart des gens, de quoi est-ce qu'ils rêvaient ? Ils rêvaient de la vie moderne. Ils rêvaient d'une vie plus confortable matériellement, plus facile, d'une vie motorisée, d'une vie où il y a du progrès technique, il y a de la technique. Et donc, le rêve de la vie moderne, la réponse, c'est l'équipement. On va équiper le territoire pour créer le monde moderne avec la vie moderne. On peut dire que cette réponse-là, c'est encore une réponse qui est très présente parmi les élus. Qu'est-ce que veulent les gens ? Ils veulent une vie moderne. Alors on va moderniser. Et moderniser, ça donne quoi comme résultat ? Eh bien, ça donne l'étalon spatial, c'est la ville. Et donc, d'une certaine façon, équiper le territoire, c'est urbaniser. Et on va générer un paysage un peu urbain, périurbain. À partir des années 90, vous vous souvenez, il y a eu une désindustrialisation de l'économie en Occident. Là, on était sur le rêve production-consommation. Là, on est désindustrialisation. Et donc, notre imaginaire, il évolue vers la consommation-distraction. Et à partir des années 90, à quoi rêvent les gens ? Ils rêvent d'être comme en vacances, partout et tout le temps. Alors vous allez dire, oui, mais c'est du rêve, ça. Ah, oui, mais ça va tout changer. Ça va changer la façon, par exemple, dont on fait les maisons. Puisque l'épicentre de la maison, c'est terrasse, barbecue, piscine. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus aucun appartement sans balcon. Il n'y aura plus aucune maison sans terrasse. Ça va impacter le commerce. Ici, on rêve de l'hypermarché. Là, on rêve du marché de Provence. On rêve de la biscuiterie Menou. Oui, comme en vacances, partout et tout le temps. On aimerait bien faire les courses dans un environnement comme celui-ci parce que ça fait vacances. Donc la réponse des années 90, on va chercher à attirer les touristes. Là, on cherche à attirer les entrepreneurs. Là, on veut attirer les touristes. C'est la qualité de vie, c'est le paysage. Aujourd'hui, il y a encore un nouveau changement. C'est que maintenant, on a des gens qui rêvent d'une autre vie, d'un autre monde. Mais alors, si on rêve d'un autre monde, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'élu ? Quel territoire, quel rêve de territoire, quelle projection les gens désirent sur les territoires qui nous environnent. Donc c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est ça qu'il nous faut réfléchir. Ça, c'est un impensé encore des politiques d'aménagement. Alors, pour vous faire comprendre, on envisage le monde, on aménage le monde comme on envisage la vie. Je vais prendre du recul et je vais vous raconter notre histoire
Et je vais essayer on va se re-raconter toute notre histoire, et en particulier notre histoire depuis la paysannerie. Dans l'histoire de l'humanité, alors comment est-ce qu'on envisage le monde? Pour comprendre comment on envisage le monde, nous, il faut sortir de notre monde, vous comprenez? On peut pas... Il faut sortir de notre monde. Alors, on va prendre du recul, beaucoup de recul. On va reprendre notre histoire. En fait, dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à présent, il y a eu 3 façons d'occuper, d'habiter la Terre. La première façon qu'on a eue d'habiter la Terre, c'est on était des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. C'était il y a très longtemps. Et le monde, pour cette époque-là, eh bien, quel est notre premier environnement de vie? Dans quel monde vivions-nous? On vivait dans la nature sauvage. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'ère sauvage. C'est pas les gens qui sont sauvages, hein. Ces gens, c'est vous et moi, c'est la même espèce, hein. L'ère sauvage, on vit dans la nature sauvage. Bon, je ne vais pas trop développer, ce sont des gens qui sont nomades, ce sont des gens qui ne connaissent que le groupe familial, ce sont des sociétés donc qui sont très égalitaires. On pourrait dire que c'est l'ère de la mère, de l'enfantement, de la fascination pour l'enfantement, etc. Ok ? Ce monde-là, en Europe, en Eurasie, il a disparu. L'agriculture a été inventée en 8000 avant notre ère, c'est-à-dire il y a 10 000 ans. Donc, la révolution agricole va nous faire basculer dans une nouvelle façon de voir le monde. Je ne parle pas plus de l'ère sauvage, parce que nous, en Europe, on n'en a pas de mémoire vivante. Mais retenez cela, les Américains, les Australiens ont des mémoires vivantes de cette époque-là qu'ils sont en train de remobiliser. J'en reparlerai. Mais nous, moi, j'en parle pas parce que ce ne sont pas des mémoires vivantes pour les populations européennes. Donc, en 6000 avant notre ère, l'agriculture arrive vers le territoire qui est aujourd'hui la France. L'agriculture, elle arrive vers moins 6000 vers Marseille et vers moins 6000 vers Strasbourg. Elle va arriver là vers moins 4000. Elle avance de moins d'1 kilomètre par an, si on veut aller par là. Hein. Donc c'est une transition qui va être très lente. Et à partir du moment où il y a révolution agricole, qu'est-ce que c'est que l'agriculture? C'est la domestication des plantes et des animaux. À partir de ce moment-là, le fondement économique et social des nations, des populations, ça va être la production de nourriture. Et donc, pour résumer, comment nos ancêtres paysans voient le monde? Pour nos ancêtres paysans, le monde est un potager. Le monde est un potager. Et donc, ce qui compte pour nos ancêtres, c'est, quand je dis nos ancêtres, hein, c'est pas forcément très loin. Le monde est un potager et il faut en maintenir durablement la fertilité. C'est ça qui compte. Les sociétés paysannes, il va y avoir, donc, le monde est un potager, et qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est une créature de matière qui a été vivifiée par l'esprit. Les sociétés paysannes, c'est l'homme qui croit en Dieu. Les sociétés paysannes, on pourrait dire, il y a un premier niveau, c'est la communauté familiale. Mais en plus, il y a la communauté villageoise. Hein, là, il n'y a que la famille. Là, il y a la famille plus le village. Eux étaient nomades. Ici, nous sommes sédentaires. Qu'est-ce que le temps pour nos ancêtres paysans? Le temps est une roue qui tourne. C'est-à-dire que c'est l'éternel retour des saisons. Ça veut dire que pour nos ancêtres, pour nos anciens, eh bien, le futur, c'est la même chose que le passé. Hein, que sera le mois de mars 2022 ou 1822, on va dire? C'est la même chose que l'année dernière, en fait. On va recommencer à labourer, à semer, etc. Donc, vous voyez, ce rapport à l'espace et au temps, il est très différent du nôtre et il est très différent des chasseurs-cueilleurs. Ici, le temps est une roue qui tourne et l'espace est un territoire aménagé pour faire un potager. Alors, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue d'aménagement? Je vous l'ai dit, donc le paysage qui va être généré par l'ère paysanne, c'est la campagne.
Qu'est-ce que c'est que la campagne? C'est notre deuxième environnement de vie. C'est notre deuxième environnement de vie. Qu'est-ce que la campagne? C'est une nature aménagée par l'homme. Les chasseurs-cueilleurs, ils sont dans la nature sauvage. Les paysans, ils sont dans une nature aménagée, domestiquée. On va aménager la campagne parce que donc le but, c'est de produire de la nourriture. Les principes d'aménagement, c'est la communauté, la famille, parenté, localité, le village. Et les liens qui unissent ça, c'est la réciprocité. Voilà. Alors aussi, un autre élément intéressant, c'est que on est bien sûr dans une époque où le monde n'est pas motorisé. Donc, les paysans vont s'adapter à toutes les niches écologiques possibles. On pourrait dire que depuis les polders de bord de mer jusqu'aux estives des montagnes, les paysans vont aménager toutes les niches écologiques. Ça veut donc dire qu'on va avoir une variété de paysages agricoles extraordinaires. Et d'ailleurs, l'habitat, chacun va faire sa maison. Donc, un bourg, c'est la maison du père machin, plus la maison de la famille truc, plus la maison qui a été faite après. Puis chacun a fait un peu selon ses moyens et chacun fait sa maison. En plus, avant l'invention de la carte postale, on ne sait même pas comment les gens qui habitent à 50 km de là font des maisons. Donc, il y a des architectures régionales faites selon les matériaux locaux et selon les inspirations locales. Ça veut dire que les sociétés paysannes ont créé aussi des bourgs et des petites villes. La petite ville et le bourg sont nés en même temps que l'agriculture, mais qui sont très petits. Mais il y a une extraordinaire diversité des paysages. Et d'ailleurs, quand nous faisons du tourisme, c'est ça qu'on va voir. On va voir les vieux centres. Et malheureusement, les anciens paysages agricoles, il n'y en a plus beaucoup. Mais enfin, quand il en reste par lambeaux, c'est magnifique. D'accord? Donc, vous vous souviendrez, le monde est un potager. Alors, cette ère paysanne, elle va durer plusieurs milliers d'années. Et puis, ici, c'était la révolution de la Terre. Il va y avoir une nouvelle révolution qui va toucher les humains et qui va les faire changer de monde. Cette nouvelle révolution qui les fait changer de monde, c'est la maîtrise du feu. Alors, c'est la révolution industrielle. Vous allez me dire, le feu, on le maîtrisait déjà là. Hein. On savait allumer du feu. Oui. Mais la révolution industrielle, qu'est-ce que c'est? C'est la maîtrise mécanique du feu. C'est-à-dire qu'on va être capable de transformer de la chaleur en mouvement. La révolution industrielle, c'est donc l'invention des moteurs. Moteurs à vapeur, moteurs électriques, moteurs thermiques des voitures. Et donc, cette révolution industrielle va nous faire entrer dans l'ère motorisée. À partir de ce moment-là, la révolution industrielle, c'est que le fondement économique des populations, ça ne va plus être de produire de la nourriture et de l'échanger, ça va être de produire des biens matériels. Alors, la révolution industrielle va faire changer notre relation à l'espace, au temps, et donc ça va nous faire changer notre vision du monde. Alors, l'ère de la modernité, c'est bien sûr, donc la révolution industrielle, c'est le progrès technique. C'est aussi la philosophie des Lumières, c'est-à-dire le rationalisme. C'est aussi donc la mobilité, c'est l'ère de la mobilité. Là, on est nomade, là, on est sédentaire, là, on est mobile. Et on va donc, comment est-ce que dans une société moderne, on voit l'espace? Vous et moi, qui sommes donc des modernes, on voit l'espace plutôt comme un réseau. On a des points, la maison, le travail, et puis un réseau. Donc notre vision du monde, c'est plutôt un réseau. Quelle est notre vision du temps? Nos anciens, ils voyaient le temps circulaire, c'est-à-dire que c'est l'éternel retour du passé. Le futur, c'est l'éternel retour du passé. Dans notre société, le temps est linéaire. Nous sommes tous persuadés dans cette salle que le passé est dans notre dos et que le futur est devant nous et que nous devons courir vers le futur.
Et dans la société moderne, il est strictement interdit de regarder derrière. Si on regarde vers le passé, alors on va dire « Ah, vous êtes un passéiste, un nostalgique, vous voulez retourner à la bougie ». C'est interdit de regarder derrière. La société moderne, elle est amnésique. Faisons du passé table rase. Donc, le futur, le temps est linéaire. Et l'espace est un réseau. Et donc, comment les sociétés modernes voient le monde ? On pourrait dire que dans la société moderne, c'est un monde matérialiste. Le monde est une usine. Le monde est une usine à produire et à consommer. Qu'est-ce que l'homme ? L'homme est une créature. L'homme est autonome. L'homme est une machine indépendante de son environnement et autonome. La société moderne, c'est l'homme qui croit en l'homme. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes d'aménagement ? Vous voyez, nos ancêtres paysans, c'était un potager, il fallait que ça soit fertile, durablement. Dans la société moderne, le monde est une usine. Le but, c'est produire, consommer, se distraire. Alors, on va aménager le monde comme une grande usine. Le territoire va devenir organisé comme une usine. Dans la société moderne, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que ce soit propre. Hein, c'est propre. C'est fonctionnel. Et c'est pas cher. C'est propre, c'est fonctionnel et c'est pas cher. Il faut que tout soit propre, fonctionnel et pas cher. C'est pratique. Donc, le monde est une usine. Alors, ça va donner comme résultat un zonage du territoire. C'est-à-dire, on va créer des zones pour être plus efficace. Donc là, il y aura les zones pour produire. Donc, c'est la zone industrielle, la zone artisanale, la zone d'activité. Là, pour le commerce, consommer, donc il va y avoir des zones commerciales, le centre commercial. Ensuite, on doit se distraire, hein, parce que pour se détendre un petit peu. Donc, il y aura des zones de loisirs. Donc, ça peut être aussi bien l'endroit pour faire du sport que la zone de tourisme. Et puis enfin, il faut bien se loger, on va faire des zones résidentielles. Et tout ce système territorial, cette usine territoriale, va fonctionner par une courroie de distribution qui est donc la circulation motorisée des voitures et des camions. L'espace public, dans la société moderne, l'espace public n'est occupé que par la mobilité, que pour faire circuler les voitures et les camions, que pour les garer. Il n'y a pas le droit d'être immobile dans l'espace public. Moi, je dis à mes étudiants, essayez donc. Une personne toute seule qui se plante là sur une place. Peut-être que si elle est bien habillée, personne ne va rien dire. Mais essayez donc de mettre 5 étudiants à pas bouger sur une place pour voir ce qui se passe. C'est un petit peu comme regarder derrière. Être immobile dans la société moderne, c'est interdit. En plus, donc, la société moderne, quel est le paysage, le troisième environnement de vie qu'elle va générer ? Dans la société moderne, nous vivons où ? Nous vivons plutôt dans les grandes villes modernes. Qu'est-ce que c'est qu'une ville ? C'est un environnement de vie artificiel. Hein, le premier, c'est la nature sauvage. Le deuxième, c'est la nature aménagée, c'est la campagne. Le troisième, c'est le monde artificiel créé par les humains, la ville. Mais c'est pas la ville, la société moderne va abandonner les vieux centres pré-industriels. Les centres de la paysannerie vont être plus ou moins abandonnés. Les centres, les bourgs, le centre des bourgs va être abandonné. Pourquoi ? Mais parce que c'est ni propre, ni pratique, ni pas cher. C'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui, il faut que ce soit pratique. Il faut que notre voiture dorme dans la chambre à côté de la nôtre. Le garage, après tout, c'est une chambre à côté de la nôtre. Et ben dans les vieux bourgs, on ne peut pas garer la voiture dans sa chambre. C'est pas pratique. Donc les vieux bourgs, ils sont pas assez larges, ils sont pas fonctionnels, ils sont pas ergonomiques. Donc on va plutôt abandonner les centres anciens et la ville moderne va se développer autour. La ville moderne, c'est la ville périphérique, c'est la ville périurbaine. Et c'est comme ça que on va avoir un monde périurbain. L'autre remarque, alors périurbain à toutes les échelles, hein, je veux dire, même les bourgs assez modestes ont leur périphérie moderne.
Autre élément remarquable de l'aménagement moderne, c'est qu'on a des formes, puisque la modernité, c'est l'industrialisation, eh bien, on va avoir une industrialisation de l'agriculture et on va avoir une industrialisation de l'immobilier. Ça va produire une homogénéisation des paysages, puisque aujourd'hui, ce n'est pas l'habitant qui fait sa maison. Et puis une maison, on ne fait pas une maison, puis une maison. Non, on va urbaniser, on va construire une grande emprise de plusieurs hectares, avec peut-être qu'un seul architecte. Et c'est comme ça que, au fond, les paysages agricoles vont perdre de leur diversité. Et les paysages bâtis, les paysages architecturaux, les paysages régionaux vont perdre de leur originalité, puisque, grosso modo, j'y vais à peine en exagérant, en France, il y a à peu près 2 modèles de maisons. Ce qu'on appelle la maison vendéenne, qui ressemble à la maison provençale, et puis la maison bretonne, qui, ma foi, arrivée en Bourgogne, en changeant un petit peu la couleur de la toiture, c'est à peu près la même chose. Donc, en réalité, tout se ressemble. Et ça peut être intéressant de visiter le centre-ville de Guingamp et de voir la différence avec le centre-ville peut-être de Quimper ou je ne sais pas quoi. Mais en réalité, la périphérie de Guingamp et la périphérie de Quimper, la périphérie de mon pays et la périphérie de toute la France, tout se ressemble. On a la banalisation du paysage. Et je reprendrai une petite blague de Florence Foresti. C'est un peu ça la modernité. La modernité, il faut que ce soit propre et pratique et pas cher. Ah bah c'est pratique, c'est moche, mais c'est pratique. Et elle dit toujours, ben oui, c'est pratique, mais c'est moche. Alors le truc, c'est que si tu laisses tout faire comme ça, à un moment donné, tu te réveilles et chez toi, c'est la fête du moche. Et ben je pense qu'on se réveille et on se dit, mais chez nous, c'est la fête du moche. Mais il n'y a pas qu'à Guingamp, Paimpol, agglomération, hein, rassurez-vous, c'est un petit peu moche partout. Donc, voilà où nous en sommes. Hein. Donc, nous sommes. Alors, les sociétés modernes, il y a la famille, qui existe encore, mais qui est là. Il y a le village qui existe encore. Hein. Et puis, c'est rajouté à l'époque moderne, l'échelon supérieur encore, hein, les États-nations. La société moderne, vous le savez, c'est la mobilité, la compétition, l'individualisme, le capitalisme, etc. Donc, voilà où nous en sommes. Voilà notre monde à nous tel que nous l'avons aménagé. Pourquoi ? Parce qu'on voit le monde comme une usine à produire et à consommer. Mais rappelez-vous que nos anciens, ils ne voyaient pas du tout le monde comme ça. Ils le voyaient comme un potager qui devait être fertile. Alors, aujourd'hui, il y a une nouvelle révolution qui est en train de travailler la modernité. Et la modernité est une culture qui va disparaître sous les effets d'une nouvelle révolution technique. On pourrait dire que là, c'est la révolution de la terre. Là, c'est la révolution du feu. Là, avec l'invention de l'Internet vers 1990, on pourrait dire que c'est la révolution des airs et des ondes. Avec l'invention d'Internet, Internet nous fait changer notre relation à l'espace et au temps. Et donc, ça veut dire que nous sommes en train de changer notre regard sur le monde. On ne va plus voir le monde comme on le voyait dans la société moderne. Alors, cette révolution numérique, elle se diffuse depuis 30 ans, et depuis 30 ans, elle est en train de traverser tous les thèmes de notre vie. Hein. Alors, en quoi ça change la relation à l'espace et au temps ? Bah, vous l'avez compris, l'espace-temps, on pourrait dire que avec le numérique, ça disparaît quasiment, puisque toute information peut être diffusée partout dans le monde dans la minute. Et donc, qu'est-ce que le temps et qu'est-ce que l'espace pour les sociétés du futur ? Eh bien, ce n'est pas du tout comme nous. Alors, ce que je voudrais partager avec vous ce matin, donc vous comprenez qu'il faut qu'on commence à réfléchir comment est-ce qu'on voit le monde de demain, parce que ça va impacter la façon dont, bien sûr, on va matérialiser cette nouvelle façon de voir les choses. C'est ça qu'il faut qu'on invente. Parce qu'on ne peut pas aménager le monde pour demain avec les modèles du passé. Alors, on pourrait dire qu'il y a deux, pour être clair, aujourd'hui, vous le sentez tous, ce que je dis, tout le monde le sait.
Aujourd'hui, il y a 2 projets de futur qui apparaissent. Il y a un premier projet de futur où on pourrait dire que c'est les pouvoirs en place dans la modernité qui ont bien envie de rester en place, qui disent eh ben, c'est très simple, on va continuer la modernité, mais on va l'amplifier grâce au numérique. Donc en substance, ce sont des gens qui vont vous dire on va faire encore plus vite, encore plus puissant, encore plus loin, encore plus rentable grâce au numérique. Ce récit, moi je l'appelle le récit hyper moderne. C'est-à-dire on reste dans le schéma moderne, le monde est une usine à produire et à consommer, on reste dans ce schéma moderne, mais on va l'amplifier par le numérique. Alors ça donne, le monde est un ordinateur. Le monde est un ordinateur et alors l'information circule là-dedans à toute vitesse, c'est immatériel. Donc on voit le monde comme un ordinateur. Et qu'est-ce que l'homme là-dedans ? On avait l'homme-machine, on fait en version numérisée. L'homme est un robot qui va être connecté via Internet à quoi ? À ses objets, puisqu'on est dans une société matérialiste. Et donc, vous allez être connecté en permanence avec vos volets, pour les ouvrir quand vous n'êtes pas là, avec la musique, avec votre frigo, avec votre voiture, L'homme est un robot connecté via Internet aux objets qu'il possède. Mais les objets le possèdent aussi, puisque pour être connecté, pour que ça fonctionne, eh bien, il faut que vos objets captent des informations sur vous en permanence. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça donne en termes de construction ? Ça va donner la Smart City. Qu'est-ce que ça veut dire ? Smart, ça veut dire intelligent. Smart City, la ville intelligente, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'idée qu'on va gérer la ville comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'on va gérer la fluidité, l'hygiène de la ville par du big data. Du big data, ce sont des informations numériques. Hein, moi, j'ai une ancienne étudiante qui est partie travailler en Île-de-France. Elle me dit, en Île-de-France, moi, je ne travaillais pas du tout comme ça dans la région nantaise, me dit-elle. En Île-de-France, on gère la mobilité au niveau de la région Île-de-France qu'avec du big data. Elle dit, je ne sais pas trop ce qu'on compulse, mais ce sont des données de Free, de Orange, enfin, tout ce qui est capté sur vos smartphones. Quand vous passez devant des capteurs, quand vous émettez un signal, c'est capté. Puis, à partir de ce moment-là, on va savoir s'il y a du monde dans le métro, dans le TER, etc., etc. Et donc, c'est la grande ville, toujours le monde artificiel, géré par du big data. Mais bien sûr, le revers de la médaille de cette ville intelligente, c'est que c'est une société du contrôle, puisque ça ne fonctionne que si on vous vole en permanence des données numériques à partir de votre smartphone. Donc on peut dire que c'est une ville de la surveillance. On pourrait dire donc le monde est un ordinateur, l'homme est un robot connecté à ses objets. On est dans ce que Emmanuel Todd, un anthropologue, dit, c'est l'homme qui ne croit plus en rien. Le leitmotiv, c'est de dire qu'il faut que ce soit hygiénique. Alors c'est encore le cran au-dessus du propre, vous voyez. Avant, on voulait que ce soit propre, il fallait maîtriser, on n'aime pas qu'il y ait des herbes qui poussent, il faut que tout soit sous contrôle. Bon, voilà, c'est la version amplifiée, c'est hygiénique, il faut même contrôler la circulation des virus. C'est fluide, hein, il faut que tout circule de façon extrêmement fluide, c'est rentable, et donc c'est sous contrôle. Ça, c'est le récit hyper moderne. Alors bien sûr, ce récit hyper moderne, c'est le récit aussi transhumaniste, hein, puisque l'homme est un robot. C'est la version de l'homme augmenté aussi par le numérique. Donc c'est un récit hyper moderne. Il est centralisé et oligarchique. Qui est-ce qu'il conçoit ? Où est-ce qu'est conçu ce récit ? Il est conçu dans le centre du pouvoir de la modernité. Alors, le centre du pouvoir de la modernité, on peut le résumer très simplement. Vous allez comprendre la relation avec la campagne tout à l'heure. C'est que l'épicentre de la modernité, c'est le mental. L'origine de la culture moderne, ce sont les marchands des villes de l'Europe de la Renaissance.
On va dire c'est les Vénitiens, c'est le commerce de la Hanse, et puis tous ces gros marchands, ces grands marchands se sont orientés vers les colonies ensuite. Donc l'épicentre de notre culture, c'est les marchands. Donc c'est le mental rationaliste des hommes de la grande bourgeoisie marchande des grandes villes de l'Europe de la Renaissance. Et donc on peut dire que c'est un récit centralisé et oligarchique. On peut dire que les pouvoirs en place, c'est ça leur projet de futur pour demain. Alors le truc, c'est que ce projet de futur qu'on voit se développer de façon peut-être en même accélérée depuis la crise du Covid, eh bien ce récit-là, ce rêve-là, est de moins en moins partagé. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui commencent et ils se disent « Ah ben non, pas du tout ». Alors pourquoi ? Parce que ce rêve-là, il y a une partie des gens qui disent « Mais ça nous mène tout droit à l'effondrement ». Puisque la modernité, dans ses extrêmes, la modernité, c'est un délire d'accumulation. Donc ce délire d'accumulation, d'avoir toujours plus, ça détruit la nature, crise écologique. Ça crée de la compétition entre les humains. On n'a jamais eu autant. Et pourtant, la pauvreté augmente de façon incroyable. Donc c'est une compétition permanente. Et puis, il y a aussi une dimension éthique, c'est-à-dire que ce délire de la marchandisation fait qu'on marchandise tout. On est devenus tous des petits bourgeois qui veulent gagner plus. Et donc, on va marchandiser l'école, on va marchandiser la santé, regardez aujourd'hui. On va marchandiser la vieillesse, regardez ce que sont devenus les EHPAD. On va marchandiser les relations amoureuses avec ces trucs en ligne où finalement, une fois que ça ne nous plaît plus, on jette l'objet. Hein. Et donc, la société hyper moderne, après avoir fait la femme-objet dans la phase moderne, on a l'homme-objet. Aujourd'hui, comme ça, tout le monde à égalité, les êtres humains deviennent comme des objets jetables. Donc il y a plein de gens qui disent non mais ça nous mène tout droit à l'effondrement. Et puis aussi, il y a un deuxième élément qui apparaît en ce moment, une autre partie des gens qui disent mais ce récit, ce rêve du futur est totalement dystopique, puisque c'est une société de la surveillance. Ça veut dire qu'en fait, potentiellement, on va devenir une société autoritaire où on va tous être sous contrôle. Donc ce récit hyper moderne fait de moins en moins rêver et donc se construit par opposition à un projet de futur alternatif qui va s'opposer à ça. Ce projet, ce récit de la transition, lui, il est décentralisé et subalterne. Ça veut dire que ce sont plutôt des groupes dominés, on va dire, ce ne sont pas les gens qui sont au pouvoir, qui le désirent. Et puis, décentralisé, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas bien structuré. C'est plein de groupes différents qui commencent à réfléchir à autre chose. Alors, il y en a qui vont dire, par exemple, il y a des groupes écologistes qui se disent, il faut qu'on repense notre relation à la nature. Il y a des groupes néo-paysans qui disent, il faut peut-être revenir à une agriculture moins industrielle et plus paysanne et démanteler le cartel chimique qui emprisonne le monde agricole et qui favorise la pollution. Il y a des groupes plus altermondialistes qui disent il faut repenser la justice sociale et il faut repenser la démocratie. Parce qu'évidemment, le problème du numérique, c'est qu'aujourd'hui, il menace la démocratie. Puisque le numérique a donné naissance à des géants qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et j'en passe. Et aujourd'hui, les GAFAM qui n'existaient pas il y a 40 ans sont les groupes financièrement les plus puissants du monde. Ils sont plus puissants financièrement que des États. Et le problème, c'est que ces entreprises ont de plus en plus clairement des ambitions politiques. Politique de la conquête spatiale, politique sanitaire, politique de l'éducation, politique, ils veulent même battre monnaie. Alors vous vous dites, mais c'est pas la démocratie ? Ce sont des personnes privées. Donc, vous voyez qu'il y a des groupes qui réfléchissent à la question de la démocratie, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un récit décentralisé. Pour le moment, il n'est pas clairement construit. Les écologistes ne voient pas nécessairement le rapport qu'ils peuvent avoir avec des altermondialistes ou avec des néo-paysans, etc. Mais on voit que ce récit commence à se structurer.
Moi, je l'appelle le récit de la transition. C'est pour aller vers un autre monde. Et dans ce récit-là, j'ai essayé de le résumer. Il y a l'idée que le monde n'est pas un ordinateur, le monde n'est pas une usine. Le monde est plutôt un jardin, comme si c'était une sorte d'oasis, un jardin. Pas un jardin potager, mais il y a une dimension potagère, mais pas que. Et au fond, la Terre serait un jardin où nous serions venus pour faire l'expérience de la relation aux autres. Et donc, l'être humain, c'est pas un robot connecté par Internet aux objets, mais c'est plutôt comme une antenne reliée à la nature, reliée aux autres, pas par Internet, mais physiquement, émotionnellement. Et ici, c'est l'idée de l'homme conscient. Quel est le leitmotiv qui va derrière ce monde, ce nouveau monde, ce monde d'après? Eh bien, l'idée, c'est sain. Qu'est-ce qui est sain? C'est ce qui soutient la santé, c'est ce qui soutient la vitalité. Donc, les gens recherchent du sain. Deuxièmement, c'est authentique. Qu'est-ce qui est authentique? C'est ce qui est fait, ce qui n'est pas fait pour être vendu. Ce que vous faites, parce que vous le faites, en fait. Parce que c'est juste de le faire, mais vous n'avez pas l'ambition de le vendre ou de le photographier pour le partager sur votre Instagram. C'est authentique et c'est beau. Qu'est-ce que la beauté? C'est une aspiration de tous les êtres humains à l'émerveillement face à la vie. Et donc, il y a des gens qui cherchent des endroits où ils se disent « Waouh, c'est sain, c'est beau, c'est authentique ». Et puis, il y a des gens qui cherchent « C'est fluide, c'est rentable, c'est sous contrôle ». Alors, vous voyez que ce récit de la transition, le récit hyper moderne, je vous ai dit, il vient du mental rationaliste, des hommes, des classes de la grande bourgeoisie, des grandes villes de l'Occident. Et donc, le récit de la transition, il vient par ses marges. Ces marges, c'est aussi ses mémoires. C'est pour ça qu'on a une résurgence des mémoires paysannes dans ce récit de la transition. Les marges et les mémoires, c'est la même chose. C'est les refoulements de la société moderne. Donc, tout ce qui participe aujourd'hui à la transition, c'est l'imaginaire. Les gens ont besoin d'imaginaire, souhaitent développer plus d'imaginaire. Le rêve, le jeu, la fête. On va voir comment, en termes d'aménagement, qu'est-ce que ça peut être le jeu, la fête? Mais en aménagement, voilà. Les sentiments, les émotions, il y a des mouvements de spiritualité qui reviennent. Le féminin, c'est pas les femmes, mais tout ce qui va être les mouvements féministes, etc. Les classes populaires, donc ceux qui participent à la transition, c'est plutôt les classes populaires. Moi, je les appelle les beaux pros, les bohèmes prolétaires. C'est ceux qui rêvent d'un autre monde, ils sont bohèmes, mais c'est pas des bobos bourgeois, c'est des beaux pros. Bohèmes prolétaires, qu'est-ce que c'est les bohèmes prolétaires? Ce sont des jeunes qui ont la trentaine, qui sont de classe populaire et classe moyenne, qui ont fait des études et qui aujourd'hui se rendent compte que la modernité, c'est fini. L'ascension sociale, c'est fini. Et d'abord même, ils n'en veulent plus, ils n'en rêvent plus. Donc, ils ont rompu avec la modernité, c'est-à-dire ils disent on ne sera pas mobile, on n'ira pas habiter en ville, on ne va pas fermer auto, boulot, dodo. Voilà. Et donc, ils inventent un autre monde. Ça, c'est les beaux pros. Et l'opposé des grandes villes, c'est la campagne. Donc les campagnes font rêver, il y a des mouvements néo-paysans. La nature sauvage, aux États-Unis, en Australie, on a un retour des mémoires des chasseurs-cueilleurs. Et toutes les cultures non occidentales, non modernes. Et donc, on pourrait dire une revalorisation des cultures paysannes. Donc, j'espère que vous me suivez. On voyait le monde comme une usine. Nous étions des machines. On était là pour produire, consommer. On est bien? Ça va? Et donc, nous étions le monde était une usine à produire, à consommer, à se distraire. Tout allait bien. On était dans un modèle de développement. On pensait qu'on allait toujours aller vers un développement, c'est-à-dire que le plus était le mieux. Et que plus on avait, mieux on était. On pensait que ça allait continuer comme ça. Puis, ma foi, on voit bien que depuis 15-20 ans, le modèle, il part un petit peu en sucette. Et qu'on voit bien que d'un côté, on a les pouvoirs qui disent pas de souci, on va utiliser le numérique, on va faire encore plus fort, encore plus loin, vous allez voir encore plus technologique. Et puis, on se dit...
la Smart Cities, le monde est un ordinateur, voire habiter dans des mondes virtuels, on n'est pas trop sûr qu'on ait vraiment ce rêve-là. Et eh bien, on commence à la base à cultiver un autre rêve en se disant et pourquoi finalement le monde, ce ne serait pas quelque chose de beaucoup plus naturel, un jardin, et puis c'est beau, c'est sain, c'est authentique. Alors on pourrait dire que le contexte du Covid a amplifié quelque chose, l'a rendu visible, parce qu'effectivement, d'un côté, on a les pouvoirs qui sont dans le récit hypermoderne, puis de l'autre côté, on a les gens qui votent avec leurs pieds. C'est-à-dire que, grosso modo, ils s'en vont des villes. La Smart Cities, ça ne fait pas rêver les foules. Et donc, les gens reviennent à la campagne. Et pourquoi ils reviennent à la campagne ? Parce qu'ils veulent un autre monde, une autre vie, c'est sain, c'est authentique et c'est beau. Et c'est là que j'interpelle les élus. Les villes, elles ont compris ça, les grandes villes. Donc, les grandes villes, elles jouent sur tous les tableaux. Elles sont à la fois hyper modernes et en même temps, elles jouent un petit côté plus campagne que la campagne. Moi, j'habite à côté de Nantes et on est allé à Nantes il n'y a pas très longtemps. Et l'urbanisme en ville, dans la ville de Nantes, ça me fait beaucoup sourire parce que là, maintenant, ils sont au petit piquet de bois et ils mettent des cordes en chanvre, vous voyez, pour délimiter des parterres, des zones ornementales. Donc, il y a des piquets de bois avec des cordes en chanvre. Et je disais à mon conjoint, il manque plus qu'ils mettent des vaches. C'est-à-dire que la ville de Nantes veut faire plus campagne que la campagne. Et pendant ce temps-là, les villes, les campagnes, qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent faire moderne. Et donc, c'est propre, c'est hygiénique, il faut avoir des équipements. Et ce qui fait qu'on a une inversion complète, c'est-à-dire que dans la ville de Nantes, on met des petits piquets de bois avec des cordes en chanvre pour faire campagne. Et puis dans les bourgs, on continue à acheter des barrières rouges, bordeaux qui font très urbaines ou vertes, là, vous voyez, et on va rechercher des signes d'urbanité. Et donc, il y a une inversion des imaginaires. C'est très curieux. Hein. Et donc, moi, je vous encourage que la campagne soit fière d'être la campagne, parce que justement, on est dans une phase de revalorisation des mémoires paysannes. On va revaloriser la localité, on va revaloriser la relation à l'espace et au temps. On va revaloriser la nature, revaloriser le potager, etc. Donc, il y a vraiment, au sein des populations plus jeunes, cet imaginaire de la vie alternative un peu néo-rurale. Et je pense que c'est important de l'intégrer dans la réflexion. Alors, repenser l'aménagement. Donc, nous sommes dans une phase de transition entre une société moderne qu'on a connue tous, on voit bien ce que c'était, et nous partons donc à l'aventure vers une nouvelle culture qui naît de la révolution du numérique. Et cette nouvelle culture nous emmène vers un point B que nous ne connaissons pas. Nous partons d'un point A à un point B et que nous ne connaissons pas. Et en plus, la situation devient de plus en plus chaotique. C'est-à-dire, ça n'aura échappé à personne. En général, les sociétés modernes, elles s'autorégulaient. Ma foi, voilà. Là, il n'y a plus d'autorégulation. Plus ça va mal, plus ça va mal. Je pense que vous l'avez tous constaté. Et donc, nous sommes entrés dans une phase chaotique de sortie d'un modèle culturel pour entrer dans un autre que nous ne connaissons pas encore et qu'il va nous falloir imaginer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que je veux dire que le chaos ne peut pas être planifié. Si on rentre dans une situation chaotique, n'attendez pas que l'État vous dise les gars, on va changer l'aménagement puis on va faire comme ci, comme ça. Le chaos, justement, c'est quand on n'arrive plus à contrôler. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans une situation de chaos ? C'est revenir à la simplicité en espérant des effets papillons. C'est-à-dire, on va faire ce qui nous paraît le plus basique. Hein. Le conseil, c'est de revenir aux bases et puis espérer que ce qu'on fait, ma foi, ça aura du sens et que ça va apporter ses fruits. L'avenir va venir par la base. Alors, moi, je suis repartie de la base des bases. Je suis revenue aux besoins humains fondamentaux. Quels sont les besoins humains fondamentaux ? Quelle est la base des bases ? De quoi ont besoin les habitants de votre territoire ? Les besoins humains fondamentaux, vous les connaissez. Il y a la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La pyramide de Maslow, elle date de 1943. Elle a été revue
et corrigé en 2010 avec la psychologie moderne. Donc, il y a 7 besoins humains fondamentaux. Maslow n'en avait repéré que 4. Il y en a 7 et ils sont inconscients et ils sont concomitants. C'est-à-dire que Maslow disait on ressent un besoin qu'après avoir satisfait l'autre. La psychologie contemporaine dit non, non, non. On a besoin d'estime même si on a faim. Donc, les besoins sont concomitants. Alors, de quoi ont besoin les gens ? Il y a un certain nombre de besoins physiologiques. Respirer, boire, manger, faire ses besoins, dormir, se réchauffer. Le but, c'est d'éviter la maladie. Intéressant par les temps qui courent. Deuxièmement, des besoins de protection. On a besoin de sécurité physique, psychologique, sociale pour repousser la violence. Ensuite, on a besoin d'appartenance, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être aimé et accepté tel que l'on est, dans sa famille, dans son école. Besoin d'appartenance, repousser l'abandon. Ensuite, on a besoin d'estime. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'être reconnu comme un être unique. On ne veut pas être un être interchangeable, on a besoin d'être unique. Repousser le jugement. Ensuite, on a des besoins de rencontre, rencontrer des gens, rencontrer un partenaire. Donc, on cherche à repousser l'isolement. Ensuite, on a des besoins de continuité. On n'a pas envie de perdre. C'est pour ça aussi qu'en termes d'aménagement, les gens ont horreur qu'on change leur environnement de vie. Parce qu'on a un besoin de continuité. Repousser la perte. On ne veut pas perdre notre cadre de vie, on ne veut pas perdre notre conjoint, on ne veut pas perdre notre statut, etc. Et puis enfin, on a un besoin de postérité. C'est-à-dire que même si la mort est inéluctable, on a besoin d'imaginer qu'il restera quelque chose de nous. Alors cette postérité, vous voyez, ça peut être aussi bien d'être parent, d'un point de vue très physique, ça peut être l'éternité de l'âme, d'un point de vue très spirituel. Et puis ce qui nous intéresse, nous, d'un point de vue social, c'est l'immortalité, laisser une trace de notre passage sur Terre. Donc voilà les 7 besoins humains fondamentaux. Et bien déjà, à partir de ça, on peut commencer à rêver un aménagement qui réponde à ces besoins-là. Et pour moi, ici, on va voir, ici, c'est sain. Ça protège notre santé, notre vitalité. Ici, c'est authentique. On va relier les cœurs, on va se rencontrer. En haut, c'est beau, c'est on va donner du sens à l'existence humaine. Voilà les 3 idées que je vous propose de développer pour commencer à penser à un aménagement du futur qui soit un petit peu différent de ce qu'on fait jusqu'à présent. Alors, par exemple, vous voyez les paysans. Dans nos anciens, il y avait 3 niveaux de satisfaction des besoins, protection, protéger, relier, donner du sens. Nos anciens, eux, la protection, elle se faisait au niveau de la maisonnée ferme, on va dire, ou la maisonnée d'artisans. C'était à la fois une communauté familiale et une communauté économique. La rencontre, c'est le niveau du village. Et puis, le sens de la vie était encadré par l'idéal chrétien, que ça soit du baptême des petits-enfants jusqu'à l'enterrement des morts, jusqu'à l'éternité des âmes. D'accord ? Dans la modernité classique, on va dire, jusque dans les années 80, 90, voilà, eh bien, c'était la protection, c'est la famille et le salariat. La rencontre, c'est la ville, c'est là où on va trouver du travail, c'est là où on va au lycée, c'est là où on va rencontrer peut-être son conjoint. Et puis, l'idéal collectif qui donne du sens, c'était l'idéal de la République, l'idéal né de la Révolution française, l'homme qui croit en l'homme, qui avait été revalorisé par l'idéal communiste au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, comprenez qu'aujourd'hui, on peut interpréter ce qui se passe par le fait que les besoins humains fondamentaux, ça peut vous paraître curieux, les besoins humains fondamentaux ne sont plus satisfaits par l'hypermodernité. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la protection, on est dans une société de la précarité et de la pénurie. Est-ce qu'on a de l'air sain à respirer ? Aujourd'hui, les gens se disent, mais est-ce que l'air que je respire, il est sain ? Est-ce que l'eau que je bois, elle est saine ? Est-ce que la nourriture que je mange, elle ne me rend pas malade ?
précarité des besoins physiologiques de base. Autre précarité, la précarité sociale. De plus en plus de chômage. Précarité également affective de la famille, avec des familles qui sont très précaires, qui sont peu durables. La rencontre, on est dans le contexte de la mondialisation. Mais pour être reconnu comme unique, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui me reconnaisse comme unique. Mais si ma sphère relationnelle, ce sont des très grands réseaux, dans une société de la jetabilité permanente, on vous jette. C'est tout le contraire de l'unicité. Donc le sentiment d'unicité, il n'existe plus. On ne se sent plus reconnu dans la société hyper moderne. Et puis, besoin de reconnaissance. Bon, il y a quelque chose qui vient de m'échapper, mais ce n'est pas très grave. Et puis enfin, la société hyper moderne dans laquelle nous sommes aujourd'hui et dans laquelle nos pouvoirs veulent nous emmener, c'est une société nihiliste. La plupart des jeunes aujourd'hui disent « ma vie n'a pas de sens, je veux redonner du sens à ma vie ». Le sens, c'est une signification, une direction en même temps. D'accord ? Quand on dit « ça n'a pas de sens », ça veut dire « ça n'a pas de direction » ou « ça n'a pas de signification ». Donc on est dans un monde très nihiliste où l'homme ne croit plus en rien du tout. Et il n'y a aucun dessein collectif. Et donc, vous voyez qu'il y a quelque chose d'énorme à inventer. C'est-à-dire que demain, nous, les jeunes qui viennent derrière nous, il va falloir réinventer quelle communauté, quel revenu pour assurer la protection. Quelle est l'échelle sociale de la rencontre ? Il y a des gens qui demandent un droit au village. Quand on dit droit au village, ça veut dire que là, c'était le droit à la ville. Le droit au village, ça veut dire que déjà, les gens souhaitent quelque chose de plus petit pour se rencontrer. On estime que les grands groupes, c'est pas... Donc, quelle échelle sociale de la rencontre et quel projet collectif ? Alors, évidemment, ce n'est pas forcément nous, vous, en tant qu'élus locaux, qui pouvez répondre à tout ça. Mais en tout cas, en tant que citoyens, c'est des sujets de réflexion qui sont en cours. Alors, partant de là, je vais vous proposer, pour atterrir un peu, puis avoir quelques éléments concrets quand même pour vous, protéger, relier, donner du sens, 3 objectifs pour repenser l'aménagement du futur. On a vu au début, la première strate de l'aménagement que nous on a, c'est l'équipement. La deuxième strate de l'aménagement qui a été ajoutée avec cet imaginaire des vacances, c'est la qualité paysagère. Moi, je vous propose de rajouter une 3e couche au millefeuille, c'est qu'il va falloir penser la qualité humaine, la qualité sociale de l'aménagement autour de protéger, relier et donner du sens. Alors rapidement, je pense que les territoires qui demain feront rêver, c'est les territoires qui sauront faire ça. Premièrement, protéger les corps. Protéger les corps. Les gens demandent une protection des corps, de l'air sain, de l'eau saine, de la nourriture saine, des endroits où je ne suis pas malade. Alors ça peut être aussi des environnements électromagnétiques, des environnements chimiques sains. Donc un environnement sain qui soutient la vitalité, qui soutient la santé des humains et donc de l'écosystème qui l'entoure. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'humain sain dans un écosystème malade. Donc, probablement révolution écologique générale. Il va falloir repenser notre relation à la nature. Dans la protection des corps, je vais faire une petite parenthèse pour les cerveaux. La révolution numérique, elle bouscule les cerveaux. Parce que justement, le numérique, c'est la disparition de l'espace-temps. Je peux prendre un petit peu 5 minutes ? Oui. J'aime bien citer 2 livres que j'ai lus. Il y a un livre qui s'appelle « La société malade d'Alzheimer ». Michel Billet, l'auteur, dit « Qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer ? Ce n'est pas une maladie, c'est un ensemble de symptômes qui touchent quelques-uns parmi nous. Quels sont ces symptômes ? Égarement dans l'espace, égarement dans le temps, égarement dans la relation à l'autre. » Michel Billet dit « Nous sommes une société malade d'Alzheimer. Nous sommes tous égarés dans l'espace, dans le temps et dans la relation. Nous sommes égarés dans le temps. Pourquoi ? Exemple, nous sommes égarés dans le temps. Jusqu'à présent, dans l'histoire de l'humanité, c'était les anciens
qui avaient de la connaissance, qui transmettaient aux jeunes. Avec la révolution numérique, il y a tellement un saut technique que maintenant, ce sont les jeunes qui expliquent aux anciens comment fonctionne la vie numérique. Ça veut dire que dans notre société actuelle, vieillir n'a plus de sens, sauf à devenir obsolète. Alors autant vous dire que c'est flippant. Mais nous sommes obsolètes en permanence à chaque fois qu'on change l'ordinateur. Nous sommes égarés dans le temps. C'est aussi, regardez, alors là, ce matin, c'est un mauvais exemple, mais en général, on ne ressent plus les saisons. C'est-à-dire que depuis la fin de la société agricole, on ne ressent plus tellement les saisons. En fait, on ne vit plus qu'à une seule saison, la saison à 21-22 degrés. C'est-à-dire que grosso modo, maintenant, quand il fait plus froid, on met le chauffage, et puis quand il fait plus chaud, on met la clim. Et on est à peu près habillé toute l'année. Alors à la campagne, un peu moins, mais en ville, on est habillé toute l'année pareil. Il y a presque plus les vêtements d'hiver et les vêtements d'été. On pourrait même aller au bout du bout, c'est-à-dire qu'en ville, on peut même avoir des gens qui, puisque la ville, c'est là où on ne dort jamais, et que le capitalisme a cette malice de toujours nous rendre consommateurs, maintenant, il faut ouvrir... Alors avant, il y avait les discothèques, maintenant, elles sont fermées, mais il faut ouvrir les salles de sport la nuit, il faut pouvoir manger la nuit, il faut pouvoir avoir une épicerie la nuit. Donc, la ville qui ne dort jamais, donc on a des gens qui sont complètement égarés dans jour-nuit, jour-nuit. Donc, on peut être égaré dans le temps. Les saisons agricoles, on ne les voit plus tellement. Moi, j'habite dans le vignoble du Muscadet. Les vendanges se font à la machine. Donc moi, je veux dire, il y a 30 ou 40 ans, il y avait plein de jeunes, de femmes qui venaient faire les vendanges. Il y avait des balles. On voyait quand c'était les vendanges. Aujourd'hui, ma foi, vous partez au travail, vous revenez le soir, vous n'avez pas vu la machine à vendanger, et ben vous ne voyez pas les vendanges. Donc on est égaré dans le temps. On est égaré dans l'espace. On a un GPS. Alors je vous conseille de ne pas avoir de GPS. C'est très mauvais le GPS, parce que le GPS produit un égarement dans l'espace. Parce que comme vous suivez le GPS, vous ne savez pas où vous êtes. Et alors, on a des cas de figure. Par exemple, moi, il y avait quelqu'un qui habite dans la banlieue de Nantes et qui m'avait raconté un jour, j'ai des clients qui commencent à décommander, me disent, voilà, écoutez, je ne vais pas pouvoir venir au rendez-vous parce que mon GPS ne marche pas. Ou alors, on va avoir, je vais vous raconter 2 histoires avec des jeunes et des vieux, comme ça pour... Alors, par exemple d'un jeune. Un jeune homme de l'Est de la France vient en vacances dans sa famille sur la côte vendéenne. Pendant les vacances l'été dernier, il casse son téléphone. Ce grand gaillard de 23-24 ans se met à pleurer, limite, en disant « Oh là là, il faut que je rachète un téléphone parce que je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi. » Alors, on peut dire « Oui, c'est les jeunes. » Je vais vous raconter une histoire d'un plus âgé. Il y a donc un gars qui a dans mes âges qui s'appelle Lionel. Donc son père, j'imagine qu'il doit avoir environ 75 ans. Lionel habite maintenant à côté de Albi. Et avant, imaginons qu'il habitait plutôt, je ne sais pas moi, à Clermont-Ferrand ou à Auxerre. Donc son père lui dit, écoute, on vient demain te voir et tout ça, on est en route, on part. Et son père, c'est en arrivant à Auxerre, parce qu'il a appuyé sur domicile Lionel. Et donc, domicile Lionel, il n'avait pas changé l'adresse dans le GPS. Il ne s'est jamais rendu compte pendant tout le voyage qu'il n'allait pas à Albi. Et rien ne l'en a fait démordre, vous voyez ? Vous voyez l'égarement dans l'espace ? Nous sommes égarés dans l'espace. Et il y a un autre auteur qui s'appelle Lionel Nakache qui a écrit L'homme raisonnable comme un réseau. Il raconte, lui, à peu près la même chose. Il dit, en même temps, on est égaré dans l'espace, mais ça se comprend, puisqu'on fait des sortes de voyages immobiles. Il dit, regardez, vous prenez l'avion, vous êtes dans un aéroport, voilà, vous prenez l'avion, on vous raconte que vous volez pendant 2-3 heures. Vous atterrissez, vous descendez, vous vous dites, mais je suis dans le même aéroport. Et vous sortez, vous êtes dans une ville, mais vous vous dites, mais je suis dans la même ville. Ce sont les mêmes magasins, les gens sont habillés pareil. Les gens se comportent, ils ont les mêmes codes sociaux, c'est la même musique, c'est les mêmes vêtements, c'est la même nourriture. Tout se ressemble, mais ils disent, au fond, il n'y aura plus de tourisme bientôt. Qu'est-ce que vous voulez aller voir que vous ne voyez déjà chez vous ? C'est le voyage immobile. Tout se ressemble. Alors, ce n'est pas étonnant que les gens sont paumés.
Et donc, les deux auteurs disent la même chose qui est très importante. Je vais finir. Une chose qui est très importante, c'est qu'ils disent la conscience de soi. L'homme n'a conscience de lui-même que parce qu'il est incarné dans un endroit et à un moment donné. Vous êtes telle personne parce que moi je suis du vignoble nantais, je suis née dans les années 60, j'ai grandi dans les années 70 et voilà, je vis ma vie comme ça. Mais plus vous allez être égaré dans l'espace et le temps, plus vous êtes agité dans l'espace et dans le temps comme ça, plus vous êtes agité, moins vous êtes conscient de vous-même. Vous perdez la conscience de vous-même parce que le propre de l'homme, c'est justement d'être incarné sur la terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir des gens qui ont une vie machinale. Ils sont très agités. Plus la société est frénétique, plus son mental, sa capacité à penser est complètement stone. Ça veut dire que cette société produit des zombies. On est comme des zombies. On est super frénétique, mais complètement stone. On n'a aucune capacité de recul. On a une vie de zombie. C'est pour ça que se développe la méditation. La méditation a le but de se dézombifier. Pourquoi ? Eh bien, on va calmer le corps et le mental en le ramenant ici et maintenant. C'est de se réancrer dans l'espace-temps pour reprendre conscience qu'on existe. Vous comprenez ? Donc, si vous ne voulez pas avoir à Paimpol-Guingamp des attaques de zombies, il faut éviter la société frénétique. Il ne faut pas encourager la société frénétique. Sinon, c'est l'attaque de zombies. Donc, il faut permettre au cerveau d'atterrir. Alors, comment on fait pour faire atterrir les cerveaux ? Réancrage c'est pas évident, hein, mais il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on peut réancrer les gens dans l'espace. Donc, ralentir. Tous les mouvements de ralentissement sont des mouvements de relocalisation. L'espace et le temps sont liés. Si vous ralentissez la vie, vous relocalisez la vie. C'est pas mal le télétravail pour ça, parce que pour le coup, ça fait du ralentissement. Réancrer les gens dans le temps. Comment, par exemple, la voûte étoilée. C'est pas mal. Ville et village étoilés. On se reconnecte. C'est la nuit, il fait noir. Oui, c'est la nuit, il fait noir, ça change. Bref, vous réfléchissez. Diversité des paysages. Si tous ressemblent, alors les gens ne sont nulle part. D'accord ? Donc, comment on maintient la diversité des paysages ? Voilà. Donc, réancrer les gens dans l'espace et dans le temps et améliorer la relation à l'autre. Alors, je vais aller très vite. Relier les cœurs. Deuxièmement, se relier. Je vous ai dit, les gens, ils en ont marre de la société de la marchandisation. Ils ont envie d'être autre chose que des producteurs et des consommateurs. L'espace public de demain ne sera plus dévoué à la mobilité exclusivement. Il faut travailler à un espace public de la relation, mais de la relation non marchande. Et c'est là que la fête et le jeu et l'imaginaire doivent être investis. Dans votre espace public, travaillez à un espace public de la convivialité, de la relation non marchande. Travaillez à la fête, au jeu, au rêve, à l'imaginaire dans votre espace public. Permettre aux esprits de s'élever, donner du sens à la vie humaine. Alors, ce n'est pas évident, mais par exemple, donner du sens, ça peut être aussi bien se réancrer dans le passé, remettre les morts au milieu du village, mais ça peut être aussi se réancrer dans les générations futures, planter des arbres pour les générations futures. Moi, je pense que si on travaille à réincorporer la mort dans la vie, et si on travaille à réincorporer les générations futures dans notre présent, on va déjà reprendre un sens, une postérité, une immortalité à nous. Et puis aussi, donner du sens, ça peut être permettre aux gens une créativité habitante. C'est mon dernier exemple et j'arrête, promis. Je vais prendre un exemple très concret pour des élus. En général, dans le PLU, il n'y a pas de projet de bourg. Qu'est-ce que le bourg de Plogonvert ou des autres bourgs voisins ? On ne va jamais le dire dans le PLU. Donc, il n'y a pas forcément un projet global de dire nous, on veut être une petite commune rurale où nous, on est, par exemple, Guingamp peut travailler à son urbanité.
parce que c'est une ville et elle veut marquer son centre. Très bien. Souvent, il n'y a pas de projet global, mais plutôt une juxtaposition de programmes immobiliers. C'est-à-dire, il y a la zone industrielle, plus un projet de supermarché, plus un projet de lotissement, plus un projet. Mais un projet, plus un projet, plus un projet immobilier n'ont jamais fait un bourg ou une petite ville. Donc en général, il n'y a pas forcément de projet global, mais par contre, il y a un règlement du PLU, mais alors qui est tatillon. Et la pente du toit, et la distance à la rue, et le voisin, et le machin, et l'orientation. Mais à la fin, on croit être original avec ça, mais la seule chose qui est autorisée, c'est le pavillon le plus banal qui soit. Et plus on est tatillon, plus on crée de la banalité. Eh bien, moi, je propose l'inverse, c'est-à-dire définir un ensemble collectif structuré, un projet pour le bourg, mais pourquoi pas permettre de libérer la créativité habitante. Après tout, d'avoir une maison rose ou une maison bleue, ça peut générer une beauté, un sens, ça peut permettre à quelqu'un d'exprimer une créativité. Dans la commune de Pontchâteau, il y a quelqu'un un peu excentrique qui a créé une sculpture métallique qui ressemble à un mirador un peu très imaginaire, très farfelu. La maire de Pontchâteau dit, vous pensez bien qu'il n'a pas posé un permis de construire, parce que s'il avait posé un permis de construire, on l'aurait refusé. Sauf que cette création un peu fantasmagorique, créée hors du cadre, est devenue le symbole du centre-bourg de Pontchâteau, parce que tout le monde se dit, waouh, c'est original, et c'est devenu un élément symbolique du centre de la commune. Et donc, ça montre que parfois, à vouloir trop contrôler, que ce soit trop propre, trop pratique, trop fonctionnel, on en perd un peu de la créativité et de la beauté qui donnent sens à notre existence. Voilà quelques pistes. Merci Valérie Joussaume. Merci de nous laisser entreapercevoir un futur enthousiasmant. Alors c'est dense. Donc maintenant, deux solutions. Soit on rentre tous à la maison, on réfléchit, on pose notre cerveau et on revient demain, poser les questions, mais peut-être que Valérie Joussaume ne sera plus là. Soit on réactive nos cerveaux et on se dépêche de poser et de profiter de la présence de Valérie Joussaume pour poser les questions qui nous taraudent. Alors, il y a plusieurs micros, je pense, dans la salle. Laura, Aline sont là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un veut démarrer. Vous vous présentez rapidement de façon à ce qu'on comprenne qui vous êtes. Alors, je m'appelle Thierry Amor et je viens de la commune de Runan. D'abord, merci et bravo pour cet exposé, très dense, effectivement. Mais surtout, à mon avis, très utopique. Vous êtes plus qu'optimiste. Tout ce que vous avez dit sur la modernité, on l'a déjà vécu depuis la Renaissance. Les projets évoluent, c'est-à-dire que la religion est devenue la politique est devenue l'Internet, le capital, voilà. On a toujours eu les mêmes évolutions. Voilà. Oui. Le retour à la campagne, on l'a vécu dans les années 60. Pour ceux qui ont pu... Il y a sûrement eu avant déjà des migrations dans les deux sens, vers les villes, mais aussi des villes vers la campagne. La durabilité des projets agricoles, des gens qui ont migré vers la campagne, ou même au-delà de l'agricole, de la qualité de vie, on revient souvent sur la ville. Il y a quand même un retour vers la ville, ou sinon, effectivement, de faire évoluer le village vers un urbanisme qui leur rappelle la ville. Et le rêve des maires, c'est de s'agrandir, donc d'avoir de plus en plus de monde, de quitter le petit bourg pour devenir un petit village, le petit village pour devenir une ville, et une ville pour devenir une capitale. C'est exactement le même principe que l'humain. On sait qu'on est trop nombreux, on sait qu'on va dans le mur, mais on veut quand même rester immortel en transmettant nos gènes, et on fait 3 gamins par couple. Donc on continue à aller vers cet effet boule de neige qui fait que dans pas longtemps, paf le chien et boum le mur. Voilà. Et donc moi j'aimerais savoir si concrètement vous pensez que des projets alternatifs, donc marginaux, on a toujours marginalisé la marge,
et on veut tous être dans le moule. Enfin, tous, non, effectivement, puisqu'il y a de la marge. Mais on veut globalement être dans le moule. On veut de la 5G, on veut des éoliennes, parce que c'est un peu à la mode, là. C'est pas mal, là, les énergies vertes et les voitures électriques hyper polluantes. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut faire évoluer la société ? Alors, bon, je suis utopiste, oui, c'est une posture assumée. Je pense qu'on pourrait être tous dans la déprime, on l'est déjà tous à moitié. Moi, je pense que le récit de la transition, il a besoin qu'on se raconte une histoire. C'est-à-dire qu'avant de faire, il faut qu'on se raconte une histoire. Il faut qu'on rêve ensemble un futur désirable. Donc moi, j'ai fait le choix, je l'assume. Moi, j'estime que mon rôle, c'est de partager mon savoir un petit peu conceptuel pour justement qu'on commence à se construire un récit. On était dans le rêve de la modernité, on se disait c'est le développement, on va vers un plus matériel et ça va nous mener au bonheur. Il faut qu'on se raconte une autre histoire pour penser que ça va nous mener au bonheur. Et ça, c'est fondamental pour qu'on se mette en mouvement. Si on n'a pas les idées claires, on ne va pas pouvoir faire quelque chose de clair. Alors, il faut qu'on commence par se raconter, par se construire un rêve, un imaginaire du futur à peu près clair pour pouvoir se mettre en mouvement vers. Ça, c'est la première chose. Oui, c'est utopiste, mais on a besoin d'utopie. La deuxième chose, c'est les marges. Je voudrais vous dire que la société moderne dans laquelle nous vivons, elle a été construite par un groupe social marginal dans l'ère des paysans. Dans l'ère des paysans, il y avait des paysans et l'aristocratie foncière. Le groupe social qui a créé la modernité, c'est les marchands. Les marchands des villes de la Renaissance, puis après de la colonisation, qui ont fait leur argent là-dessus. Donc, une culture naît d'une marge. Donc, quelle est la marge qui aujourd'hui va créer, pour moi, peut être le moteur de la culture de demain? C'est ce qu'on appelle les bohèmes. Effectivement, les hippies, qui étaient les premiers, la Beat Generation, et il y en a eu avant dans des groupes allemands dès la fin du 19e, des anti-modernes. Moi, je pense que des marges bohèmes, moi je les appelle bohèmes plutôt que de dire anti-modernes, c'est se positionner contre. L'idée, c'est vraiment de se positionner par rapport à soi. Donc, le mouvement bohème, on va dire, des mouvements alternatifs, je pense que ça peut être des groupes sociaux minoritaires qui vont générer la culture du futur. Et puis, troisièmement, puis j'arrête, la culture du futur, j'ai pas trop développé là, mais elle sera numérique. Dans tous les cas, que ce soit l'hypermodernité ou la transition, on intègre le numérique. Donc, la société de demain, elle n'est pas technophobe. C'est juste qu'elle va soumettre le progrès technique et matériel à l'objectif social. Donc, demain, la société du futur est numérique. On n'est pas pour autant obligé d'être dans l'hypermodernité et d'être soumis à la technique. On peut inventer une société qui peut soumettre la technique à l'humain et utiliser le numérique pour une société plus écologique, plus conviviale, plus, on va dire, moins par rapport à la société hyper moderne. Voilà. Merci. Je tiens le micro à cause du Covid. Bonjour. Du coup, je suis élue conseillère municipale à Belle-Île, donc je vais parler un peu de cet endroit-là. Déjà, je vous remercie parce que moi, ça fait hyper longtemps que j'essaye de discuter sur l'idée qu'on souffre d'un manque d'imaginaire positif et enviable, de futur enviable. Je rêve de films de science-fiction qui ne soient pas post-apocalyptiques. Et je pense qu'effectivement, on a souvent du mal à se dire « ouais, c'est possible, on peut faire ça », parce que juste, on n'en a tellement pas l'imaginaire que du coup, on ne sait pas vers où aller. Comme quand on dit à un enfant « ne cours pas, ne cours pas, ne cours pas », mais lui, il entend que « cours » et il n'a pas encore compris qu'il pouvait marcher calmement. Je pense que nous, on est adultes, mais on n'a toujours pas compris ça. Bref, et du coup, comme on a, je pense, ce déficit-là, on a des gros blocages à l'endroit de « on n'a pas le temps ». Et on n'a même des fois même pas le temps de prendre le temps de réfléchir. Alors déjà, ça démarre mal pour pouvoir construire des projets dynamiques. En tant que commune, on n'a pas d'argent. On galère avec ça tout le temps. Et puis, on a peur de la non-légalité.
ah ouais, mais si on fait quelque chose de différent et qu'il y a un problème, c'est le maire qui va en prison. Et ça revient en permanence. C'est vraiment des gros agents bloqueurs. Comment on fait pour se les débloquer? Est-ce qu'il y a des idées, Alors, à moi toute seule, je n'ai pas les solutions à tout. Ce que vous dites est très juste, hein, le manque d'imaginaire positif, c'est-à-dire que notre société, bizarrement, elle arrive plus à imaginer l'effondrement, genre Mad Max, que de réfléchir à dire est-ce qu'on pourrait faire autre chose que ça, ce qui n'est pas très désirable. Donc c'est tout à fait vrai. On est plus dans le drame et la peur et tout ça que de construire des imaginaires positifs. Alors, ce que vous décrivez d'un point de vue en sciences humaines et sociales, on appelle ça, c'est un auteur qui s'appelle Poliani qui a montré ça. Il a dit dans l'histoire, il y a des moments Poliani. Des moments Poliani, c'est des moments de blocage avant une grande bascule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous dites, financièrement, contraintes financières, juridiques et techniques, ces trois contraintes-là, c'est pourquoi? Parce que tout l'environnement légal légal est un environnement de l'imaginaire, de la modernité. Donc que ce soit l'agriculture, l'urbanisme, tout est fondé sur des règles de la modernité. Donc évidemment, si vous voulez faire quelque chose qui sort de ce cadre-là, eh ben, vous ne rentrez pas du tout dans les clous. Donc les financements, ça ne va pas. Les réglementations techniques, ça ne va pas. Les réglementations juridiques, ça ne va pas. Alors, il y a le groupe, vous en Bretagne, vous avez Bruded, qui justement essaie de réfléchir à dépasser comment est-ce qu'on fait pour avoir une décennale sur un chantier participatif. Est-ce qu'on peut avoir des assurances sur un bâtiment public en paille? Donc vous, en Bretagne, vous avez par exemple des choses comme Bruded qui fonctionnent. Il y a des expériences très intéressantes. Moi, j'ai vu en Ardèche, où alors là, c'est des communes qui n'ont pas beaucoup de moyens, pas beaucoup qui arrivent à faire avec les habitants. C'est-à-dire la place du village, plutôt que d'avoir JC Deco et puis vous voyez un peu le truc propre, pratique et fonctionnel, eh bien ils font la place du village eux-mêmes avec des collectifs de jeunes architectes. Parce que, on pourra en discuter, mais dans la jeunesse, on a, dans le monde des architectes, le monde de l'aménagement, on a des jeunes qui sont prêts à travailler de façon très différente. Mais effectivement, eux aussi, ils souffrent d'un problème, c'est qu'il n'y a pas le modèle économique. Parce que là, on va dire que c'est du low-tech, il y a moins de technique, il y a moins d'investissement dans le mobilier urbain, parce que ça peut être fait par les habitants. Par contre, il y a plus d'investissement humain à penser, à faire ensemble. Et pour le rémunérer, ça peut être coûteux aussi. Donc voilà. Mais typiquement, sur le mobilier urbain, c'est un truc qui revient en permanence de « Ah, maintenant, il faut l'entreprise qui a la décennale, parce que sinon, les assurances, il y a un enfant qui est blessé. » Ouais. Moi, je sais que j'ai été élue dans ma commune. J'ai réussi il y avait une entreprise de palettes dans la commune. Et j'ai réussi, mais moi j'avais un maire qui était dans le champ de l'imaginaire de la modernité à fond. Donc lui, il voulait que ça ressemble à Nantes. Alors moi, évidemment, avec mes palettes, lui trouvait que c'était moche, mais je lui disais, mais vous savez qu'à Nantes, on s'arrache les meubles en palettes. Bon, bref, c'était des débats très complexes. Et donc je dis, mais écoutez, on a une entreprise de palettes dans notre commune, tout le monde à Nantes s'arrache du mobilier en palettes. Pourquoi nous, on n'aurait pas du mobilier en palettes? Le maire trouvait ça moche, parce que voilà. On a réussi, le gars de l'usine de palettes, et c'est là où aussi on voit que quand ça a du sens, quand il y a du commun, on a le chef d'entreprise de palettes, il a dit, écoutez, moi je vous fais payer que le bois, hein. Je vais vous faire les meubles en palettes comme vous les voulez, mais comme c'est la commune, je vous fais pas payer. Donc pour 1 000 €, vous m'entendez bien, pour 1 000 €, on a eu 5 tables avec les bancs, on a eu 5 bancs et on a eu des cubes. C'est-à-dire des trucs un peu plats pour les jeunes pour pouvoir s'allonger, ou les mamans pour donner le goûter aux enfants. On a eu tout ça pour 1 000 €. Et je vous assure que le maire, même avec tout ça, il n'était pas très content parce que ça fait moins propre. Et les gens allaient causer. Les gens n'ont rien dit, bien sûr, ils trouvaient ça super. Mais donc, vous voyez, des fois, on se crée, il y a des barrières dans la tête qui sont plus puissantes qu'autre chose, en fait. Parce que finalement, ces meubles en palette, on a juste appliqué, en termes de hauteur, vous savez, les normes PMR. Donc voilà. Puis après, il a dit oui, mais en termes légaux, s'il y a des gens, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver à part se mettre une écharpe dans le doigt? Voilà.
Ah bon. Ah bon. Moi, je vais vous parler. Ce qui m'intéresse, c'est l'architecture des bâtiments, des maisons. Hein. Jusqu'à présent, vous faisiez 150 km et vous étiez dans un environnement totalement différent. Dans 50 ans, ça ne vaudra plus le coup d'aller changer de région en France. Vous aurez que des maisons carrées, des cubes. Hein. Et ce qu'il y a de grave, je vois par exemple en Bretagne, il y a les maisons anciennes qui ont un cachet super. Hein. Dans les années 60, 70, hein, on a eu la néo-bretonne, où on gardait quand même un certain aspect, sauf qu'on avait remplacé le granit bouchardé par du granit éclaté. Hein. Mais depuis 80, ils n'ont pas su moderniser les maisons. J'avais un frère qui travaillait comme directeur commercial dans une grosse carrière. Je lui dis, mais moi, je vois des maisons bretonnes récentes, mais juste un listel autour des ouvertures. Hein. Faire quelque chose de moderne, mais garder le cachet du coin. C'est catastrophique. Hein. Dans 50 ans, oui, c'est on ça. n'aura C'est plus à voyager. l'homogénéisation. L'homogénéisation va générer une banalisation. Ça, c'est un problème. Alors, je ne sais pas comment ça peut se régler. Peut-être que le CAUE est plus fort que moi sur une question comme celle-là. Moi, je ne suis pas architecte, mais je pense qu'effectivement, il va falloir travailler à la diversité des paysages. Moi, je pense aussi que les espaces ruraux, il y a écoutez, comme on dit, les faiseux sont... Non, les diseux ne sont pas les faiseux. Alors moi, je suis un diseux. Alors je vais dire, peut-être vous allez me dire, oh là, mais c'est impossible ce que vous dites. Mais je pense que les espaces ruraux ont cette originalité. Qu'est-ce que c'est que la campagne? Je vous ai dit, c'est une nature aménagée par l'homme. Les ruraux, ce sont des gens qui vivent dans et avec la nature. D'accord? Dans la société hyper moderne, eux, ils ont une vision. La ville, d'un côté, donc les urbains, et de l'autre côté, quand ils parlent de la nature, on a l'impression que c'est la nature sauvage. Et on sépare l'urbain et la nature. Moi, je pense que les espaces ruraux devraient vraiment travailler avec les architectes pour avoir une vision plus révolutionnaire, de dire, nous les ruraux, nous sommes capables de vivre dans et avec la nature. Et pourquoi on n'arriverait pas à inventer une façon d'habiter avec des matériaux recyclables, écologiques, etc., une façon d'habiter en harmonie avec la nature. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des endroits où on construit, on densifie, on peut faire n'importe quoi avec n'importe quel matériau. Et de l'autre côté, il y aurait une nature qu'il faudrait protéger, où là, l'homme, on a l'impression qu'il ne faudrait pas qu'il vienne parce qu'il va détruire. Est-ce qu'on ne peut pas penser le contact? Est-ce que les ruraux seraient capables de proposer une vision beaucoup plus révolutionnaire de l'aménagement et de la façon d'habiter et de la construction pour dire nous sommes capables d'inventer un urbanisme en harmonie avec la nature, quelque chose de très écolo. Et enfin, quand je dis écolo, ne l'entendez pas comme, je ne devrais pas dire écolo, mais oui, de relation à la nature renouvelée, quoi. Je trouve que vouloir faire des éco-hameaux, des éco-villages, c'est bien, mais c'est comme si on attendait toujours un modèle. J'avais une question, moi, ça marche, qui me taraude. L'ère paysanne était très homogène. Les habitants se ressemblaient beaucoup. Ils étaient issus d'une même culture, souvent d'une même religion. Et on voit que l'ère hyper moderne a mélangé énormément les populations, ce qui fait que les maisons sont toutes un peu différentes, parce que si on faisait une enquête dans la salle, chacun a en tête la maison idéale. Donc on commence à voir que le paysage... Ça ne va pas être un paysage différent d'un village à l'autre, mais ça va être un paysage différent d'une maison à l'autre. Parce que chaque maison va... Enfin, c'est un peu l'attente. Chaque maison caractérise ou représente celui qui l'habite. Et dans toute cette variété de population, qu'en est-il de la question de la migration?
Parce que, alors je ne sais pas si c'est un sujet, la migration, dans cette histoire de la campagne. Je ne sais pas si la migration a beaucoup été accueillie par la ville. Est-ce que la migration va modifier nos comportements? Est-ce qu'elle va ramener encore plus de variété? Est-ce que la campagne va se transformer grâce à cette migration? Et est-ce que la migration déjà est une question dans toute cette évolution? En ce moment, oui, alors on peut dire que donc, les campagnes, traditionnellement, avec la révolution industrielle, les campagnes ont connu un exode rural. D'accord ? Enfin, ça, en France, l'exode rural, il va commencer. On voit le phénomène d'urbanisation, de concentration de la population en France entre 1850 et 1968. C'est les recensements. Entre ces recensements-là, on a un phénomène vraiment d'urbanisation, d'exode rural. Entre 1968 et 1990, on a un mouvement de périurbanisation. C'est-à-dire que ce qui est dense se dessert, mais les campagnes continuent plutôt à perdre un peu des habitants. Depuis 1990, il n'y a plus aucun phénomène de concentration de la population en France. C'est-à-dire que ça se dessert de partout. Aujourd'hui, tout l'ouest et tout le sud de la France attirent. Le seul endroit qui est un peu répulsif d'un point de vue migratoire aujourd'hui, c'est le nord-est de la France, c'est-à-dire ce qui a été modernisé de façon le plus ancien. Vous voyez qu'il y a, dans la France, il y a une rotation, les territoires, en termes d'attractivité, il y a une rotation des territoires. On va dire, au début du XXe siècle, ce qui était, si vous imaginez la France, la carte de la France, au début du XXe siècle, c'était le nord-est qui attirait des populations, qui faisait un peu rêver, entre Paris, Le Havre et l'Est. Voilà, c'était la zone la plus attractive en termes migratoires. Ensuite, à partir des années 60, c'est d'abord les artistes. Souvent, les artistes sont précurseurs. Ça va descendre vers le sud méditerranéen. C'est les gendarmes à Saint-Tropez et Brigitte Bardot à Saint-Tropez. Et puis, ça va être la mode du sud. On dirait le sud, voilà. Et donc le sud va devenir attractif pour les gens, pour les vacanciers, pour les étudiants. Les étudiants, ils vont aller à Toulouse, à Montpellier ou à Nice, Sophia Antipolis. Ça, c'est des années 60 aux années 90. Depuis les années 90, ce qui attire, ça tourne comme ça. Ce qui attire, c'est la façade atlantique. Alors, quand on va en Bretagne, on dit « ouais, c'est parce que les gens, ils aiment bien la Bretagne, c'est super la Bretagne ». Quand vous allez à Rennes, ils vont dire « ah bah parce que c'est la métropole de Rennes qui tire tout le monde ». Vous allez à Nantes, ah bah c'est la métropole de Nantes qui tire tout le monde. Vous allez en Vendée, ah bah ils viennent à l'ouest parce que c'est les Vendéens qui sont les meilleurs. Et puis vous allez dans le Pays Basque, et puis c'est la même chose. On n'a aucun mérite. C'est simplement parce que la modernité est en train de nous investir. On était très paysans, alors il y avait plein de potentiel, et puis à un moment donné, c'est nous qui sommes rentrés dans la modernité. Mais ça va continuer. C'est pas parce qu'on est désirable aujourd'hui qu'on sera désirable encore demain. Peut-être que ce qui sera désirable demain, c'est peut-être des coins qui ne sont pas encore complètement atteints par le rêve moderne, et donc de retrouver quelque chose d'authentique, de beau, de sain, et donc les gens vont peut-être avoir envie d'aller habiter dans la Creuse ou en Ardèche. Donc ça va être de plus en plus mélangé, donc on sera de moins en moins authentique. C'est ça le problème. C'est un problème. C'est un problème. Est-ce que c'est un problème ? C'est un problème, ça dépend ce que vous voulez. Si les gens ne veulent plus de cette société capitaliste, de la marchandisation, de l'inauthentique, où tout est faux, eh bien, vous n'allez plus être désirable. C'est pour ça qu'il faut faire attention à garder son authenticité. Vous voyez, les coins un peu populaires qui sont dans des environnements de belle qualité environnementale, c'est ça qui va attirer, parce que c'est ça qui est encore authentique, les classes populaires et les environnements de vie peu altérés. Mais au bout de 20 ans, tout est altéré. Les petits pêcheurs, ils n'existent plus, donc il y a encore quelques-uns qui font le spectacle. On fait le spectacle du pêcheur, le spectacle du breton. Mais en général, ça ne dure pas très longtemps. Et du coup, le territoire devient comme un produit de consommation. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand il y a des évolutions comme ça, on a 4 possibilités. Soit on est assimilé par le modèle. Genre, on veut un modèle bohème, mais vous en souciez pas. La campagne peut être assimilée, et du coup, ça devient un peu la campagne sans ruraux. Alors, la campagne sans ruraux, le bout du bout, c'est Center Park. Vous voyez ?
Center Park, au fond, c'est vous habitez un peu, c'est comme la campagne, un peu avec de la forêt, vous faites du vélo, et puis, bon, il y a la piscine, mais finalement, on fait comme si on était à la campagne, mais il n'y a pas de ruraux, en fait. Hein. Donc, on se dit bonjour, on va chercher le journal, on lit le journal, on fait du vélo en famille, on va marcher en famille. C'est la campagne en fake, c'est la fake campagne, d'accord ? Avec le Wi-Fi. Bon, donc ça, on veut dire, c'est une assimilation. C'est une assimilation. Autre possibilité de la campagne, ce qu'on appelle l'intégration. C'est-à-dire, la campagne perçoit cette revalorisation des mémoires paysannes, mais la fait sienne. C'est-à-dire, vous gardez votre ancrage rural en faisant vôtre ce nouveau modèle de société. Donc, dans ce cas-là, c'est OK, donc c'est la campagne alternative. D'accord ? Donc, les ruraux sont les acteurs d'une repaysanisation, sont les acteurs d'un retour à une nouvelle relation à la campagne. On va garder la convivialité populaire, on va essayer de maintenir cette réalité, la campagne qui revalorise la campagne. Ça, c'est deux possibilités, on va dire, on dit OK. Une autre possibilité, c'est qu'on dit non à ce nouveau modèle. On dit non à ça. Alors là, soit on fait du séparatisme. Voilà. Donc, est-ce que alors le séparatisme, ce serait par exemple des modèles. Je pourrais dire, on va au bout du bout, ça serait le modèle zadiste, ou vous voyez la campagne en mode ZAD. Voilà, on se sépare du reste de la société. Et puis, il y aurait le modèle, est-ce qu'on peut se séparer ? Et puis, il y aurait le modèle marginalisation. C'est-à-dire que, imaginons, on pourrait envisager le cas de la Bretagne, de l'Ouest, de dire, nous, on continue dans le modèle modernité. Agriculture productiviste, voiture, machin, on continue comme ça. Mais dans ce cas-là, on risque la marginalisation, c'est-à-dire que ça sera les campagnes répulsives. Aujourd'hui, je le dis souvent, parce que moi j'habite en région nantaise, moi je dis souvent aujourd'hui, les campagnes métropolitaines, tous les indicateurs du moment sont au vert. Forte croissance démographique, construction d'immobilier, création d'emplois, tout le monde est content. Par contre, on est en train de construire la répulsion pour demain. Et je pense que les campagnes métropolitaines seront probablement, c'est aujourd'hui les campagnes désirables, moi je pense que peut-être dans 50 ans, ce sera les campagnes les plus répulsives. Regardez ce qu'est aujourd'hui l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est la région la plus répulsive de France. C'est là où les migrants, enfin il y a le plus de gens qui partent. Donc, moi j'essaie d'expliquer ça dans la région nantaise. L'Île-de-France est la région de France la plus répulsive. Et vous, vous êtes en train de créer ça en miniature autour de Nantes et vous en êtes content. Je vous le dis, dans 50 ans, vous serez les perdants. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question de migration et d'attraction. Moi, je voulais intervenir. Pour revenir à ce que vous disiez, j'ai grandi en région parisienne dans des lotissements. Aujourd'hui, j'habite en Isère, dans un petit village. Et en fait, je m'interroge sur les réusages des bâtiments. Notre ville, c'est une ville thermale qui a beaucoup accueilli de curistes. Et donc, il y a beaucoup de constructions d'hôtels qui sont aujourd'hui vides depuis des années. Et en fait, je m'interroge sur la politique locale et municipale quant à la possibilité de ces municipalités de... Alors, je ne sais pas si c'est des droits de préemption, j'en ai aucune idée, j'y connais absolument rien, mais en tout cas, de réhabiliter ces logements qui sont vraiment nombreux, alors qu'ils construisent des lotissements comme en région parisienne, comme dans le Vexin qu'on voit, c'est super beau, et c'est des petits toits blancs, tout ça, c'est magnifique. Mais bon, en tout cas, le côté lissage et uniformisation, du coup, on le voit à cet endroit-là, alors qu'il y a vraiment des possibilités de réhabiliter des logements pour des nouveaux arrivants ou pour des gens... parce que j'ai l'impression que sur Guingamp, c'est un petit peu... J'ai entendu dire que c'était un petit peu compliqué pour trouver du logement. Mais en fait, voilà... je pose la question, je ne sais pas si vous avez la réponse ou si des élus peuvent avoir des réponses, mais en tout cas, c'est une vraie question et sur le territoire français global, en fait. En effet, j'ai l'impression que c'est une question qui traverse tout le territoire. C'est la question
des politiques publiques qui tentent à réduire les extensions d'urbanisation au profit de la réhabilitation des centres-bourgs. Et c'est la question de l'équilibre économique de ces opérations, à savoir que tout le modèle a été conçu sur la création de nouveaux quartiers, la création de nouvelles habitations dans des logiques industrielles très efficaces d'un point de vue économique. Et que la réhabilitation, c'est un autre modèle. C'est un modèle moins industriel, plus au cas par cas, certainement plus attaché à l'artisanat. Et qu'en fait, plus coûteux, on est vraiment dans l'opposition de deux modèles. Et on n'est pas arrivé encore à changer le braquet et à se réinstaller dans un dispositif qui va faire la promotion de cette solution. Mais pourtant, ça répondrait aussi à la question de l'identité de chaque village quand même, parce que je ne vais pas trouver le mot, mais en tout cas, cette unité de chaque région, elle est lissée par cette abondance de logements. Enfin, moi, j'ai mes beaux-parents qui sont dans le sud, c'est les mêmes qu'en région parisienne, c'est les mêmes que chez nous. Les zones industrielles, c'est toutes les mêmes. Et effectivement, c'est ce que vous disiez. Mais en fait, ça permettrait quand même si c'est des moyens supplémentaires, ça permettrait quand même de refaire vivre les bourgs et les villages. Parce que nous, on a des commerces qui tournent, enfin, ils tiennent un an. Au bout d'un an, la petite marchande de vrac ou le tel bar, ça ferme. Bon, il y a eu le confinement, c'était pas facile, mais ça ferme et puis il n'y a plus rien. Et puis on attend des années, il se passe rien. On ne peut pas être tous investisseurs en commerce. En fait, on n'est pas. Pourtant, on aimerait pouvoir le faire. On aimerait pouvoir acheter des immeubles, les réhabiliter et accueillir des gens dedans. On aimerait faire ça si on avait les moyens. Mais est-ce que c'est pas les villes qui doivent soutenir aussi ça d'une autre manière plutôt que de préférer aider un aménagement de lotissement ou d'une zone industrielle, quoi? Il y a quelques élus dans la salle, j'en ai reconnu. Peut-être que monsieur le maire de Belle-Île-en-Terre, parce qu'on s'est croisés il n'y a pas longtemps et on a fait le tour de la commune, vous nous avez présenté tous les bâtiments qui étaient nouvellement vendus et peut-être qu'il se passe quelque chose en ce moment, peut-être que la situation est en train de changer. Oui, bonjour. Donc, François Lemarec, je suis le maire de la commune de Belle-Île-en-Terre, juste à côté. Donc, une anecdote par rapport à ce que vous avez dit sur l'histoire du GPS. Vous savez que Belle-Île, il y a Belle-Île-en-Mer et Belle-Île-en-Terre. Mais vous savez que je vais la raconter dans les prochaines conférences si vous me dites voilà, des anecdotes. Donc, nous, on a des personnes qui arrivent en mairie à Belle-Île-en-Terre et qui ne savent pas où prendre le bateau alors qu'ils sont déjà arrivés. Voilà, donc, parce qu'ils n'ont pas regardé au départ où ils allaient. Ils ont mis Belle-Île sur leur GPS et ils arrivent chez nous. Bon, ils sont bien accueillis, je vous dis c'est de suite. exactement ça. Voilà, donc sur Belle-Île, on a fait le tour avec Monsieur Goffny l'autre jour, puisqu'on a une problématique très importante et où il y a aussi des choses, des idées reçues qui se disent. L'église au centre du village, donc nous, on a une église fermée à cause de problèmes de désordre, avec donc une étude qui a été faite et qui s'élève pour réouvrir cette église lors de 4 millions d'euros. Je vous dirai de suite qu'on ne les a pas. Je parle en présence de Madame la sous-préfète qui est au courant de notre problème, même si on a une personne de la commune qui se bat bec et ongles pour qu'on réouvre sans faire de travaux cette église. Donc là-dessus, on travaille. Maud, qui a pris la parole tout à l'heure, est dans le groupe de travail des élus pour essayer d'avancer. Mais après ce que vous me dites, alors je vais peut-être m'engager, il n'y a pas de la presse qui est là, je n'aurai pas de scrupule à déconstruire cette église, peut-être, voilà, je vous dis de suite. Bon, il y a un travail qui va être mené avec des étudiants en architecture avec M. Goffny. Donc là-dessus, tout se vend maintenant aussi dans nos communes. Toutes les maisons qui sont mises en vente trouvent preneurs. Et ce sont des gens, des villes qui viennent essentiellement. Et donc là-dessus, toutes les maisons vont être réhabilitées sans doute et rénovées dans peu de temps. On a aussi en même temps la mise en place d'un PLUI au niveau de Guingamp, Paimpol, agglomération. Donc là-dessus,
c'est bien et c'est pas bien, parce qu'il va y avoir les mêmes règles pour tout le monde, ce qui fait aussi peut-être que tous nos villages et nos communes vont se ressembler bientôt, quoi. Voilà donc une réflexion que j'ai. Bon, après, d'un autre côté, c'est bien qu'il y ait aussi une réflexion parce qu'on va consommer moins de terres agricoles, ce qui est très important aussi. Et si tout le monde a les mêmes contraintes, on sera tous amenés à appliquer les mêmes règles. Des exemples d'églises, de réutilisation d'églises, il y a des choses superbes. Il y a le problème des bâtiments religieux et de l'usage des bâtiments religieux, c'est un problème important. Il y a pas plein de communes qui ont réfléchi. Moi, j'avais rencontré dans une conférence un jeune homme qui est un compagnon du devoir couvreur, qui s'est donc lancé dans... Il a acheté une église dans une commune du nord de la France. Monsieur le maire. Il a acheté l'église et comme il est couvreur alors il est très respectueux. Il a dit que lui, il aménage pour que si un jour ça puisse être retourné au culte religieux. Lui, il aménage l'église en disant un jour peut-être que ce bâtiment historique sera rendu au culte. Donc lui, il a aménagé, donc il a dans la nef, il a fait comme ça, c'est-à-dire qu'il a enlevé la toiture, il a mis une verrière et c'est devenu une rue. C'est exactement comme cette là. Et il faut imaginer que de part et d'autre, il a mis des box et ce sont des petites entreprises. Donc en fait, il a mis des bureaux. Vous comprenez le principe, vous voyez? Et tout a été fait par des caissons qui sont rajoutés dans le bâtiment, mais qui ne sont pas... l'armature, on va dire, de pierre du bâti n'est pas touchée. De façon à, comme il dit, si un jour... ces bâtiments ont traversé les siècles et ça durera. Si un jour c'est remis au culte, il n'y a pas de problème. Donc il a mis un aménagement intérieur qui ne touche pas le... Donc ça, c'est très intéressant. Donc il n'y a peut-être pas besoin de la démonter, de la détruire, mais peut-être d'en transformer l'usage. Après tout, vous savez, il y a beaucoup d'églises qui ont été des entrepôts à grains et des écuries pendant la Révolution. On a tous entendu ça. Donc, bon, évidemment, si elles n'ont plus d'usage religieux, qu'elles ne sont plus consacrées, on peut envisager des choses à l'intérieur. Des espaces culturels, mais ça peut être comme là, plutôt des bureaux, voilà. Oui. Voilà, donc je suis Pierre Béhout, je suis architecte à Saint-Brieuc. Et en fait, je voudrais revenir sur quelque chose, vous avez dit, qui me paraît essentiel, c'est de repenser un projet global. Et c'est vrai que les projets dans toutes ces communes, dans tous nos territoires, il faut qu'on se mette tous autour de la table pour discuter. Le problème de l'Église, effectivement, est-ce qu'il faut conserver un culte? Est-ce qu'il faut le mettre en attente? Comment il faut consolider l'Église? Est-ce que finalement elle est morte et puis ça va coûter trop cher? Et puis finalement, c'est peut-être beaucoup plus raisonnable d'en faire autre chose, enfin de la déconstruire. Mais tout ça, ça se discute effectivement autour de projets, d'esquisses, de discussions entre habitants, entre anciens, jeunes, voilà, sur le maillage. Et ce qui est important, c'est de remettre les choses à plat, vous le disiez, c'est de revenir à notre histoire, à l'histoire du lieu, pour en retirer la force et d'arriver à un projet global qui soit le projet du territoire lui-même, pour en faire son identité ou la reconstruire. Et c'est vrai que effectivement, l'implantation des gens, même si c'est des gens qui viennent d'ailleurs, de d'autres régions, etc., l'authenticité du lieu, elle vient parce qu'il y a un projet qui est porté de façon commune par toutes les équipes locales. Et là, je voudrais donc vous remercier un petit peu d'ouvrir la porte aux architectes, parce que c'est un peu notre formation, de savoir rien sur tout. On est ouvert, on sait faire des connexions, on sait aller chercher les gens, les spécialistes, etc. Et il faut savoir que hier, il y avait la Convention nationale des architectes. On est 30 000 architectes en France et c'est peut-être la corporation qui est la plus répartie sur le territoire. Vous pouvez faire un quart d'heure en vélo partout à peu près en France et vous trouverez un architecte. Et donc, on a des compétences et on a des nouvelles générations, effectivement, qui sont intéressées avec le biosourcé, avec des problèmes d'urbanisme, etc. Alors, on ne sait pas tout, hein, mais on a effectivement cette envie de partager, de discuter, de créer des connexions entre les gens. Voilà. Et le projet global, il est essentiel aujourd'hui pour retrouver notre histoire, la refabriquer, etc. Voilà, donc ça, je trouvais ça très important de faire un projet global et de se libérer des règles qui nous étouffent tous.
au niveau constructif, au niveau urbanisme, etc. et ouvrir, voilà. Surtout qu'on sait que tous ces modèles sont obsolètes. À partir donc, de là, ouais. on peut délirer, on peut inventer plein de choses. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire, il y a monsieur le maire et puis ce que vous dites. Il y a l'accueil des gens dans la migration et de ce que j'ai entendu. On part d'une idée, on a tous l'idée suivante en tête. Quand des ruraux quittent la campagne et vont habiter en ville, on ne dit pas que ce sont des néo-urbains, dans notre tête, il est évident que la ville les assimile et que, ma foi, vous prenez votre valise, vous êtes à Plougonvert, vous êtes un rural, vous emménagez à Nantes, pif pouf, vous êtes un citadin. Et on a toujours l'impression que l'inverse n'existe pas. C'est-à-dire que quand un citadin quitte la ville, il viendra à la campagne, alors il y mettrait au moins 30 ans pour s'adapter. C'est un peu vrai, hein, quand même. Alors, non, il met 30 ans. Il met pas 30 ans à s'adapter. C'est que, je vais vous dire pourquoi, pour les ruraux. Parce que pour les ruraux, dans le temps, pour le monde paysan, l'identité des gens, c'est je te connais, mais quand je dis je te connais, ça veut dire je connais ton arbre généalogique. Hein? Donc, c'était lié à de la parenté. Donc effectivement, quelqu'un qui est là il peut être là depuis 20 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans. Si ses parents n'étaient pas là, on ne connaît pas son arbre généalogique et définitivement, il n'est pas du coin. Bon, ok, ça c'est vrai. Bon, mais si on quitte cette dimension-là, ce que je voudrais que vous compreniez, enfin, je pense qu'il y a un truc qu'il faut qu'on change dans notre tête, c'est que les gens qui viennent habiter à la campagne, alors je ne parle pas, on va dire, du monde de la bourgeoisie qui a toujours eu 2 maisons. Je veux dire, les propriétaires fonciers, les bourgeois sont toujours et de la ville et de la campagne, et eux, ils ne s'assimilent pas spécialement. Mais aujourd'hui, arrivent dans les campagnes des gens qui viennent habiter à la campagne. Eh bien, moi, je pense qu'il faut qu'on change quelque chose. Contrairement à ce qu'on pense, quand on vient habiter à la campagne, on se ruralise. On arrête de porter des chaussures à talons au bout d'un moment parce qu'on se rend compte que de là à aller à la voiture, ça va être galère. On se rend compte que on voit mieux un peu l'hiver, donc on va s'habiller différemment, plus pratique. On va commencer à apprendre à connaître les voisins. Et malgré tout, ce qu'on peut penser, je pense que d'abord on est tous de la même culture. Qu'on habite à la campagne ou en ville, on est tous de la même culture. Le fait d'être rural ou urbain, ça va être une nuance. Et cette nuance, elle peut être acquise par des urbains. Je pense que des urbains, d'abord, on a tous des racines paysannes en réalité. Ces urbains-là, peut-être qu'il y a 20 ans, ils venaient à la campagne parce que c'était pas cher, mais c'était pas leur rêve. Aujourd'hui, on a quand même des gens qui viennent habiter à la campagne parce qu'ils rêvent de la campagne. Et quoi qu'on en dise, le fait d'habiter à la campagne, on s'en sauvage un petit peu. Et on a des gens qui sont des néo-paysans. Si on ne nous disait pas, ce monsieur-là, en fait, c'est un ancien Parisien qui est devenu un agriculteur bio, on jurerait que c'est un gars du pays. Il a pris tous les traits de la ruralité. Donc, l'urbain, le nouvel habitant n'est pas quelqu'un qui serait complètement inassimilable et qui viendrait nous transformer notre territoire. Hein. Je pense qu'on peut... encore faut-il défendre notre ruralité, c'est-à-dire des formes de convivialité, de simplicité, de tutoiement. Enfin, il y a une simplicité dans les campagnes qu'évidemment, si vous la cultivez, vous allez avoir des gens qui vont s'adapter. En fait, Emmanuel Todd, l'anthropologue, dit en réalité les ambiances régionales assimilent les gens, contrairement à ce qu'on croit. C'est une phrase de conclusion parfaite. Donc, Mélanie veut peut-être dire un petit mot pour les rendez-vous à venir. Oui, juste 3-4 infos pratiques. Le prochain rendez-vous donc, des Cafés de la Revitalisation, ce sera le 23 mars. Et on va parler de nos paysages en transition. Là, vous avez déjà une exposition pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. C'est une exposition qui est itinérante sur notre territoire là, d'aujourd'hui à juin prochain. Et donc le 23 mars, et on invite le collectif de l'après-pétrole qui réfléchit à nos paysages après le pétrole. La deuxième information pratique, c'est que si vous voulez acheter le livre de Valérie, il sera en vente à la sortie, si ça vous intéresse. Troisième info pratique, la biscuiterie Menou est ouverte et c'est une magnifique boutique, donc si vous ne la connaissez pas, on vous invite à la découvrir. Quatrième info pratique, alors, le concept des cafés, c'est le dernier samedi du mois. C'est le 26 mars. Voilà, merci Madame la sous-préfète.
Le lieu reste à déterminer. Oui, voilà. Et si quatrième info pratique, on va également, dans le cadre des cafés de la revitalisation, aborder la thématique des églises. Et je pense que c'est Belle-Île en Terre qui va nous accueillir. Voilà, le programme reste à déterminer. Pas dans l'église, mais dans une ancienne église. Voilà. Je laisse la conclusion à Elisabeth Pulandre. Vous souhaitiez intervenir ? Puisqu'on est dans les dates et dans les rendez-vous, le prochain rendez-vous, et Christian Préjean, maire de Plougonvert, s'associe avec moi pour faire cette annonce. Ce sera le 4 et le 5 mars. Guingamp-Paimpol Agglomération organise ce qu'on appelle un festival de la gastronomie basé sur les circuits courts, le bien manger. Donc je vous invite à venir découvrir le travail et des élèves d'école hôtelière. Le lendemain, des chefs travailleront devant vous, mais comment apprendre à manger et utiliser nos produits locaux et manger au rythme des saisons. Voilà. Pour clôturer cette matinée, où je vous remercie d'être tous venus nombreux, je veux tout d'abord remercier extrêmement chaleureusement Valérie Joussaume pour la richesse de ses propos et de ce qu'elle nous a apporté. Et je vous remercie tous, bien évidemment, pour les échanges que nous avons pu avoir. Mais j'ai une pensée toute particulière, et je le remercie à nouveau, de la biscuiterie Menou qui nous a accueillis et dans laquelle on a trouvé un lieu fort agréable. Je vous invite éventuellement, peut-être si c'est possible, à profiter de ce temps pour découvrir le lieu. Bien, bon appétit à tous et bonne fin de journée, bon week-end.